On va pouvoir commencer. Donc, merci à tous d'être présents du coup, ce soir. C'est le dernier temps d'échange de la saison. Donc du coup, on a eu 2 autres temps d'échange. Il y a 2 mois, on en a eu un qui était très, très centré sur les architectes pour le coup, parce que c'était 5 architectes qui étaient là pour présenter un peu leurs différentes manières de vivre leur métier. Un premier qui était sur les manières de faire plutôt dans les territoires ruraux. Et donc ce soir, on a une thématique qui est plutôt sur la question du logement, de l'habitat, on va voir que c'est pas forcément la même chose, et des processus de co-conception, parce que c'est vrai qu'on organise des cafés-débats aussi pour discuter un peu de comment les concepteurs et puis se positionnent sur ces questions-là. Merci au BH Café, donc je pense qu'il n'y a personne qui est là, mais pour leur accueil qui est à chaque fois de qualité. Et puis je vais remercier les invités aussi d'être présents ce soir. Ils vont se présenter juste après. Et voilà, alors on est un peu moins nombreux que la dernière fois, je pense que c'est aussi pas mal pour peut-être favoriser plus l'échange. Donc n'hésitez pas, comme les dernières fois, si vous voulez intervenir, poser une question ou, je sais pas, offrir un témoignage, n'hésitez pas à lever la main, et puis il y a plusieurs micros, on pourra vous donner la parole. Alors du coup, ce soir, on a souhaité lancer, j'ai appelé ça une discussion croisée, qui se distingue du coup, comme je disais, du dernier café débat qui était plutôt de l'ordre du témoignage sur des pratiques un peu singulières de l'architecture, et donc une discussion croisée sur une question qui est assez centrale dans le métier d'architecte, celle de l'habitat. Alors je dis centrale dans le métier d'architecte parce que ces temps d'échange, comme je le disais, c'est aussi l'occasion de discuter des pratiques professionnelles, mais plus largement, l'architecte n'est pas le seul à avoir un rôle dans la fabrication des logements, et plus largement encore, si tout le monde sur cette terre partage bien quelque chose, c'est le fait d'habiter. Alors, je dis logement comme je dis habitat, bien que la nuance entre ces 2 termes soit assez déterminante pour notre discussion de ce soir. Du coup, je vais me permettre de citer Pierre Servin, qui est docteur en sociologie, que j'ai rencontré il y a peu sur ce sujet, qui travaille sur l'habitat participatif et qui a vraiment fait cette distinction. Il dit « Le logement est lié au bâtiment, alors que l'habitat est lié à l'expérience vécue des habitants. Le logement relève des fonctions qui dépendent du travail des architectes, des urbanistes et autres aménageurs, alors que l'habité dépend de l'action des habitants avec et sur leur milieu. » Et donc si la distinction ressort aujourd'hui dans les débats, c'est peut-être car il existe un décollement un peu entre les logements qui sont créés aujourd'hui et leur potentiel d'habitabilité ou d'appropriation par les habitants. Et donc par extension, un décollement entre la phase de conception de ces logements qui implique donc les concepteurs et leur réception par les habitants. Alors évidemment, je pense que vous l'avez compris, on parle ici plutôt de logement collectif, et plus particulièrement alors ce que j'ai appelé logement aidé, j'ai repris la définition, mais ce qu'on va définir ce soir par les logements qui sont plutôt produits par des opérateurs sociaux, et il y en a ici ce soir, et on va aussi parler d'habitat participatif. Alors évidemment, la pratique d'architecte est large, et on ne va pas aborder la question du projet avec le particulier, qui sans nul doute comporte une part de dialogue avec l'habitant qui est bien plus importante. Et donc ce qu'on souhaite construire ce soir, c'est une discussion sur vraiment cette tension entre cette question de se loger et d'habiter, et plus largement ce qu'on appelle aujourd'hui et très souvent la crise du logement ou la crise de l'habitat. Parce que derrière cette notion de crise, il se cache 2 problèmes qui sont pour moi assez distincts. Une problématique quantitative, très visible dans le Finistère, à laquelle les bailleurs sont assez sommés de répondre, et une crise un peu démocratique dans laquelle monte en puissance une volonté de se réapproprier son logement de la part des habitants, à la fois dans leur conception, mais aussi dans leur gestion. Et ce soir, on a la chance d'avoir plusieurs acteurs qui occupent plusieurs rôles dans cette question et qui vont pouvoir nous raconter les processus, les outils ou les expériences auxquelles ils ont participé et qui contribuent peut-être à effacer progressivement cette distinction qui est sans doute devenue trop importante. Et celle-ci, en fait, cet effacement de cette distinction, elle demande aussi des changements idéologiques de la part des concepteurs, mais aussi des changements opérationnels de la part des aménageurs. Alors, du coup, je vais laisser les invités se présenter et réagir s'ils le souhaitent à ce que je viens de dire, ou peut-être se situer par rapport à ces questions. Et je vais commencer du coup par excuser donc, Aurélien Mahé, qui est architecte à l'atelier TLPA, qui est mon collègue aussi, qui n'a pas pu être présent ce soir. Donc on a un plateau sans architecte, et je pense que c'est peut-être pas mal pour une fois.
Mais étant donné que cette réflexion, elle a pour point de départ aussi un projet du coup qui s'appelle l'Acadie à Quimper, dont on abordera les principes et l'origine du coup avec Nathalie, qui est ici présente, Tristan, qui connaît très bien le projet aussi, et qui le porte depuis le début, nous en parlera et puis pourra réagir aussi. Voilà, donc je laisse les invités prendre la parole pour se présenter. Bonsoir, Briac Célio. Donc je suis un modeste habitant parmi d'autres, parmi les 17 là, de la Catiche des villes. Voilà, je ne dis pas trop plus et on pourra en échanger. C'est un habitat participatif sur Brest, mais je préciserai ça. Merci. Bonjour, bonsoir, François Lebeters. Alors moi je suis venu avec un rhume, c'est bien aussi. Voilà, chacun sa croix. Moi c'est aussi un peu à l'arrache, j'arrive de Rennes, pardon, et c'est toujours... Enfin, vous habitez loin quand même. En tant que Morbihanais, je me dois de vous vanner. Non, donc moi je suis bailleur social, je suis responsable développement chez un bailleur social. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire de plus? C'est tout? Se présenter, c'est bien. Se présenter, voilà. Donc moi j'ai une carrière, j'ai commencé à travailler en 2005. J'ai même commencé à travailler chez un promoteur privé au début. Mais c'est vachement intéressant. Voilà, et j'ai travaillé chez des aménageurs et aujourd'hui chez un bailleur social. Bonjour, Nathalie Cornec, le Logis Breton. Donc, je suis responsable de la promotion accession, puisque le Logis Breton est bailleur social, mais fait aussi beaucoup d'accession. En fait, les coopératives HLM, à l'origine, c'est de l'accession à la propriété principalement. D'ailleurs, nous sommes issus des castors des constructions d'après-guerre, qui étaient déjà de l'habitat participatif en soi. Et donc, voilà, que vous dire de plus? Je vous parlerai du projet Acadie et d'autres projets d'habitat participatif que nous accompagnons par la suite. Et je passe la parole à mon voisin. José Aubry, donc agence Radar. Donc nous, on a un petit bureau d'études, on est 2 personnes. En fait, on est amené à intervenir au départ pour les collectivités locales et puis de plus en plus pour les acteurs de la ville, donc architectes, urbanistes, bailleurs sociaux, promoteurs aussi également, et plutôt sur des volets d'accompagnement et sur des questions de concertation avec les habitants, quoi. Donc, et on a pas mal travaillé au départ, notamment sur les opérations de réhabilitation de logements sociaux. Donc, voilà, on voit bien qu'il y a c'est assez complexe, ou en tout cas maintenant on commence à avoir un peu des réflexes un peu conditionnés par rapport au type de dossier sur lesquels on arrive et par rapport au type de problématique. Voilà, est-ce qu'on est sur la construction d'un immeuble par un promoteur, une réhab pour des bailleurs sociaux, ou même de l'habitat participatif qui est encore en quelque chose d'un peu plus complexe. On pourra en reparler tout à l'heure. Alors du coup, je vais commencer pour le préambule, je vais plutôt me tourner vers Briac Célio et l'expérience de la Catiche, parce que du coup, le point de départ de notre réflexion, c'était vraiment sur cette question de la co-conception, de comment on intègre la question participative dans le logement. C'est vrai que quand on se renseigne un peu sur cette question, l'habitat participatif revient toujours dans les projets un peu qui sont démonstrateurs un peu de cette volonté de se réapproprier les conditions de son logement, même dans l'habitat plutôt collectif. Et en fait, les enjeux qui sont soulevés en fait, par l'habitat participatif montrent bien qu'on peut faire les choses autrement et souvent sont un peu les laboratoires d'innovation sociale ou sociétale. Et du coup, je vais te demander peut-être de présenter l'expérience de la Catiche des villes et peut-être, si tu veux bien, de manière plus personnelle, te poser la question de savoir si tu es passé par d'autres habitats, d'autres modes d'habitat. Et peut-être pourquoi tu t'es tourné plutôt vers l'habitat participatif? Qu'est-ce que tu cherchais aussi dans ce mode d'habitat? Alors, déjà actuellement, en fait, donc, la Catiche donc, a un habitat participatif. 5 foyers habitent donc des maisons, donc 5 maisons, avec des communs. Donc, comme ça, son nom l'indique, des communs. Donc, on a tous une clé. Une clé des communs qui permet d'ouvrir en fait on a tous des vélos donc le garage à vélo, une partie buanderie commune, une partie atelier commune, voilà, donc tous nos communs techniques en fait, chaque habitant a la clé et puis voilà. Donc ça c'est l'actualité, ça fait 3 ans, maintenant pratiquement 4 ans qu'on habite là, que les 5 foyers habitent là. Avant cela, donc, il y a eu une phase de concertation assez longue
de maturation du projet. Moi, je pensais que ça allait très vite parce que dans les années 2010, là, quand je me suis intéressé au projet, l'habitat participatif, il y avait déjà des choses qui étaient d'actualité. Il y avait la loi Duflot qui était sortie sur coopérative d'habitants, etc. Et je me suis dit, bah, là, voilà, il y a plein de choses qui existent et donc ça va le faire. Et en fait, non, enfin oui et non, ça l'a fait, parce que on habite dedans, mais ça met énormément de temps, donc on va dire 6-7 ans à aboutir pour la création d'un projet comme celui-là. Au final, quand j'avais rencontré d'autres projets, on m'avait dit ça, que ça prendrait plusieurs années, 5-6 ans. Voilà, j'étais là, ouais, non, nous, on va être plus rapide que les autres. Ben non. Voilà. Le groupe était plus conséquent à l'origine, mais à la signature du permis de construire, et qui déclenchait l'achat du terrain, on s'est retrouvé à 5 foyers. Vraiment, voilà. Donc il y a plein de phases du projet qui aboutissent à ça aujourd'hui. Le lieu où on est, donc on est à 20 minutes d'ici en vélo, sur une périphérie de Brest, en sortant de Brest vers le Conquet, vers Plouzané, on va dire, voilà, a été déterminé en fait clairement par une proposition de Brest Métropole de foncier. Sans ça, en fait, on n'aurait pas pu aboutir le projet. Très clairement, en fait, si on n'avait pas été aidé par une collectivité, en Brest Métropole, et après, Brest Métropole Aménagement qui faisait la ZAC, en l'occurrence la ZAC Fontaine-Margaux, le projet n'aurait pas pu aboutir. En fait, on n'avait pas la réactivité que peuvent avoir des promoteurs privés. Il en faut, je pense, des promoteurs publics. Je ne suis plus. Oui, voilà. Et on ne pouvait pas acheter du foncier aussi rapidement qu'eux, parce qu'il fallait qu'on se mette d'accord, déjà les 5 foyers. Il fallait qu'on aille voir des banques. Voilà. Et donc ça a pris un certain temps. Et du coup, voilà, il n'y a que en étant aidé par une collectivité. Et les autres projets, à ma connaissance, à part Ecoumen, dont Pierre Servan est un habitant, qui a réussi à faire les choses eux-mêmes, mais avec une constitution un peu particulière juridique de leur projet. J'ai pas d'exemple en fait réellement, en tout cas sur de l'habitat, on va dire urbain, parce que notre projet il est clairement urbain. D'ailleurs, il s'appelle la Catiche des villes. Donc, alors c'est un petit clin d'œil au castor, évidemment, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est une catiche. Non. S'il y en a un qui trouve, j'ai un cadeau pour lui. Presque, c'est un animal effectivement qui se rapproche de la belette. Non. Alors pour vous expliquer, en fait, en 2010, quand on a créé la structure, la Catiche, arrivait à Brest, en fait, à Osnopolis, des loutres. Et les loutres qui arrivaient à Osnopolis, l'habitat de la loutre, on appelle ça la Catiche. Voilà. Et donc du coup, il y avait un jeu de mots aussi, rat des villes, rat des champs. Nous, notre projet est clairement urbain, on voulait habiter la ville. Voilà, utiliser tous les services de la ville, se déplacer en vélo, avoir un accès aux trams pratique, les commerces de proximité, etc. Mais un habitat écologique et passif qui impacte le moins possible l'environnement. Bon, après, il y a des choix à faire et des compromis. Et donc du coup, on a appelé ça la Catiche des villes. Et bon, après, pour la petite anecdote, c'est que quand on se renseigne bien, la loutre est un animal extrêmement solitaire. Il construit la catiche que pour lui, ou pour elle, et du coup, il n'habite pas avec ses congénères. Bon, ça, on l'a su après. Voilà. Bon, on a gardé, c'était parti. Donc voilà, vous savez. Et alors, à l'origine, comment j'arrive là déjà, je suis intégré dans le milieu associatif, voilà, mais surtout, j'avais mes enfants en fait dans une crèche parentale. Donc il y avait du commun déjà, beaucoup. Voilà, c'était un choix, je cherchais ça, ma compagne aussi. Et 3 enfants sont passés par une crèche parentale, donc avec du temps donné en fait au collectif, et on fait fonctionner le collectif avec des professionnels. Voilà. Donc ça m'a beaucoup intéressé. À ce moment-là, j'ai fait pas mal de lectures et j'ai rencontré différentes choses, enfin Pierre Rabhi, etc. Sa fille qui avait créé donc un habitat, enfin un village. Et tout ça a maturé. Et en fait, au même moment, Brest Métropole a lancé une manifestation d'intérêt sur l'habitat participatif. Et du coup, on s'est inscrit là-dessus. Et on a constitué un collectif. Alors, j'ai constitué un collectif avec des personnes au départ que je connaissais. Et puis après, il y en a d'autres qui sont agrégés. Et du coup, il y en a d'autres qui sont partis, etc.
mais à la base, c'est pas des amis en fait, c'est des personnes qui ont le même intérêt pour réfléchir sur comment habiter et comment habiter peut-être autrement. Bien qu'il y a d'autres habitats, hein. Moi j'ai eu une maison, voilà, j'ai acheté c'est une maison particulière de Castor en fait que j'ai rénovée dans le quartier de Saint-Marc. Voilà, mais il n'y avait plus du tout cette vie de Castor quand j'ai acheté la maison. Voilà, les habitants originels étaient partis, puis bon, tout le monde avait hissé des palissades, des murs entre eux. Je trouvais un peu ridicule qu'on ait chacun il y avait quoi, 100 mètres carrés de pelouse, chacun avait sa tondeuse dans 100 mètres carrés. Pour moi, ça me paraissait voilà, des choses un peu. On pouvait faire autre chose. Donc là, actuellement, on n'a qu'une seule tondeuse. D'ailleurs, c'est une tondeuse à main, mais qui est empruntée même aux voisins. Bref. Donc voilà, au final, on peut s'en passer. Donc du coup, voilà, toute cette maturation-là fait que, il y a une concordance des faits. Je rencontre les personnes de Brest Métropole qui proposaient ça. On se fait accompagner par EPOC, qui est une structure sur l'accompagnement des habitats. À ce moment-là, on constitue des groupes, voilà, on se monte en association. Et du coup, Brest Métropole, à l'issue de ce processus-là, propose en fait du foncier qu'ils avaient sur leur métropole. Et là, en fait, on est extrêmement déçus. Pourquoi ? Parce que, je les remercie après, hein, mais là, pour l'instant, extrêmement déçus parce qu'en fait, ils proposent que des dents creuses, des choses extrêmement difficiles à construire, à habiter, avec des coûts de construction. À l'époque, le foncier était un peu moins cher, mais quand même très compliqué à construire, etc. Donc on a réfléchi, on a échangé avec, et là du coup on a pris contact avec une éco-conceptrice qui est Swazik Guénoc, du réseau Éco-Habitat. Et on a essayé de réfléchir, mais c'était vraiment compliqué. Et parce que nous, notre souhait, c'était encore une fois d'avoir des maisons passives, donc des maisons individuelles, donc voilà, en ville. Certes, même petite, mais voilà, et passive, donc du coup avec un apport de lumière nécessaire. Et du coup là, ce qui était proposé, c'était vraiment, ça collait pas. Donc du coup, ils ont revu leur copie, parce qu'on leur a dit, là, on voit rien. Et puis, au même moment, ils avaient, Brest Métropole Aménagement avait la ZAC Fontaine-Margaux, et puis ils ont dit, là, est-ce qu'il y a un terrain qui pourrait nous convenir ? Donc on a pu définir une bande, en fait, sur laquelle donc on était bien exposé pour faire fonctionner nos habitats. Entre guillemets, en contrepartie, on a accepté d'acheter cette bande-là avec un bunker dessus, en fait. Voilà. Un bunker assez conséquent hein, qu'ils ne pouvaient pas enlever, enfin, qui coûtait extrêmement cher parce qu'ils en ont enlevé quelques-uns sur cette ZAC-là. Et donc, du coup, voilà, on s'est lancé sur ce projet-là et on a affiné ça, des échanges avec donc, cette éco-conceptrice dessinateur qui a fait valider son dessin par un architecte. Et il a eu pas mal d'allers-retours en fait, entre ce que le collectif voulait, on a fait un cahier des charges, entre ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait arriver, et puis voilà, ce qu'on pouvait financièrement aussi. Et après, avec ce cahier des charges-là et des plans, en fait, on est allé démarcher des constructeurs. Voilà, on a fait un certain nombre, on avait un cahier des charges assez drastique en fait, sur l'utilisation de ressources locales ou au moins nationales. Donc du coup, ça a écrémé assez vite, voilà, parce que tous les constructeurs ne pouvaient pas répondre, on ne souhaitait pas répondre. Il y en a un qui a répondu, et du coup, on a convenu avec lui qu'il faisait l'intégralité en fait, des maisons et des communs. Voilà. J'ai résumé, je sais pas si... Ouais, ça vous va ? Ça va. Donc voilà. C'était déjà réagi. Je vais tout de suite me tourner, en plus, comme toi, Nathalie, tu peux partir à 20h. Je vais déjà poser des questions, mais c'est à vous, je pense, pour tous les deux. Du coup, une de mes questions, c'était un peu comment, en tant qu'acteur du logement social, vous accueillez un peu cette volonté croissante des habitants à participer au dessin de leur espace de vie, parce que là, ce que je comprends, c'est que vous avez participé activement au dessin en collectif, à plusieurs. Peut-être qu'on reviendra après sur quels outils vous avez développés aussi pour penser ça ensemble. Et quel impact, ou en tout cas cette évolution, implique-t-elle dans vos professions ou manière de penser en fait, le projet aussi oui. Alors je pense que vous êtes tous les deux bailleurs sociaux, mais vous avez aussi des visions un peu différentes, vous ne travaillez pas forcément de la même manière, donc avoir un peu votre point de vue sur ces questions-là. Vas-y. Pas comme tu veux. Vas-y.
Oui, alors comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai commencé ma carrière professionnelle chez un promoteur, mais aujourd'hui je suis bailleur social et coopérative aussi, c'est-à-dire qu'on fait du locatif social et de l'accession aidée. Alors moi, peut-être pour dézoomer un peu, dans ma carrière, moi j'ai toujours été un peu intéressé par ces sujets d'habitat participatif, de participation des habitants, etc. Je me rappelle en 2008 être allé au congrès de la Maison Passif, par exemple, à Grenoble. J'étais le seul promoteur dans la salle, j'ai failli me faire arracher la chemise. Et moi je leur expliquais, parce que moi je suis très intéressé aussi par l'habitat assez performant environnementalement, mais je leur disais c'est beau de faire une maison hyper environnementale au fond de la Creuse, mais avec 2 voitures et 2 scooters pour les enfants, c'est pas logique. Et moi je leur avais dit, ça ne devrait pas s'appeler la Maison Passif France, mais le logement passif France, parce que c'est, je pense, plus écologique d'être en centre urbain, d'être en collectif, dans un habitat qui soit aussi assez environnemental. J'ai aussi beaucoup d'amis qui ont été dans des groupes, et ça rejoint un peu ce que tu as dit, notamment sur la région parisienne, où effectivement les groupes mettent 10 ans, et tout le monde est d'accord sur le principe, et quand il s'agit de commencer à dire qui est au rez-de-chaussée, qui est au 4e, le groupe explose. Donc voilà, j'ai des amis, ça fait 10 ans, 12 ans qu'ils travaillent, et je me suis dit, moi c'est des expériences qui m'intéressent beaucoup, mais je pense qu'on gagnera le jour où ces expériences seront habituelles en fait. Et la question c'est comment est-ce qu'on fait pour faire de ces exemples des choses qui soient rationnelles aussi économiquement. Parce que tant que c'est pas rationnel économiquement, on ne peut pas multiplier ce process-là, ou ces process-là. Et j'avais vu à l'époque, alors moi j'ai un ami qui bosse à Strasbourg sur ces sujets-là, qui essaye de coordonner. Et on voit bien globalement quand un groupe d'habitants atteint la barre des 10, ça commence à être, c'est un peu comme la musique, c'est-à-dire que la musique, dès qu'on est un peu 40, il faut un chef d'orchestre, sinon c'est le bordel. Donc moi je reste à peu près persuadé que, même s'il y a des gens qui sont très réfractaires à l'idée d'avoir quelqu'un qui pilote et tout ça, je reste à peu près persuadé qu'il faut à un moment donné un peu un pilote, sinon économiquement on n'y arrive pas. J'ai travaillé dans le Finistère, à l'époque j'avais vu Ecocoum à l'opérette, c'est pareil, en parlant avec Tristan, je me dis c'est super comme expérience, et en fait quand on creuse un peu, Tristan avait dit moi j'ai bouffé tous mes honoraires, et en fait économiquement c'est absolument pas intéressant, parce qu'il y a, je ne sais plus combien de maisons, mais il y a autant de cahiers des charges qu'il y a de maisons, quoi. Donc c'est comment est-ce qu'on amène de la rationalité économique dans des sujets comme ça. Alors quand on dit ça, on passe souvent pour un affreux méchant qui parle que d'argent, mais je pense qu'il faut à un moment donné que chacun s'y retrouve, sinon on n'arrivera pas à multiplier ces sujets-là. Après, si on vient sur le logement et la participation des habitants, notamment dans le logement social, alors chez Aiguillon, on n'est pas très bon. Moi, je pousse beaucoup là-dessus, et globalement, ça ronchonne, hein, parce que qu'on soit chez un bailleur social ou chez un promoteur, la résistance au changement, elle est humaine en fait, hein, elle est intrinsèque à l'être humain. Il y a déjà chez Aiguillon depuis longtemps des académies d'acquéreurs qui sont le lieu pour associer les habitants au choix du hall, comment on fait l'ascenseur, où est-ce qu'on met l'escalier, etc. Mais ça se limite à ça. Pardon. Et là, on essaye de pousser vers autre chose, à Lorient notamment, avec l'agence La Prairie. Et on voit bien que chez nous, le responsable de programme, il grogne parce qu'il dit faire un bâtiment de 60 logements et puis après on met les habitants dedans, c'est quand même vachement plus facile, c'est beaucoup moins chronophage. Parce que quand tout le monde lève le doigt en donnant son avis, c'est un peu plus long. Les commerciaux aussi, les commerciaux vendent un logement en VFA sur plan, c'est facile. Vendre avec quelqu'un qui va dessiner en même temps, tout ça, c'est plein de résistances au changement qui sont quand même à vaincre. Donc ça, c'est pas facile. D'où aussi l'idée d'avancer step by step. Des difficultés juridiques, ça a été un peu évoqué, c'est souvent compliqué. Mais sur ces sujets-là de participatif, il y a aussi des sujets, et peut-être que tu pourras en parler, c'est quand on est propriétaire du foncier, moi en tant que bailleur social, si je suis déjà propriétaire du foncier, c'est plus facile d'aller faire du participatif et de faire évoluer un peu la forme du bâti. Là où sur l'Orient, on était sur un concours, le foncier appartient à la ville, et si on commence à dire à la ville, écoutez, on répond, puis le bâtiment, il fera peut-être 3000, mais peut-être 5000, on ne sait pas faire. Et j'ai des juristes qui s'arrachent les cheveux en disant la détermination du prix, c'est impossible. Si jamais la loggia est fermée dans les 10 ans qui suivent la livraison, ça devient des mètres carrés de plancher, donc on doit de l'argent avec un indice de révision à la ville. Enfin, c'est une tuerie, juridiquement, c'est impossible. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont un peu compliqués. Et puis un dernier point, c'est sur le locatif social, et peut-être que tu pourrais aussi en parler, c'est qu'il y a un point, c'est qu'en France, on n'attribue pas un logement social en claquant des doigts, il y a des commissions d'attribution. Et donc à partir du moment où on ne connaît pas nos locataires avant d'avoir le logement prêt à livrer, théoriquement, on ne peut pas associer un habitant en locatif social à la conception du logement. Alors il y a eu des ouvertures avec la loi Elan récemment, notamment sur les logements pour handicapés, puisque parfois en fait on a des gens lourdement handicapés dont le handicap
fait que le logement est organisé d'une certaine manière. Donc avant, on trichait, c'est-à-dire qu'en fait, on savait déjà qui on allait mettre, on discutait avec le handicapé, et puis ensuite, par miracle, le logement lui coïncidait pile poil, et en commission d'attribution, c'était pour lui. Mais nous, on a eu le cas dans le Morbihan où on a mis 20 000 euros d'aménagement, et puis finalement, le couple d'handicapés a dit non, finalement, on ne veut pas habiter là. Mais on se retrouve avec des rails au plafond, tout ça. Donc c'est des sujets aussi compliqués. Mais voilà, donc la participation des habitants chez Guillaume, c'est encore embryonnaire. C'est possible sur l'accession, avec plein de prérequis juridiques, de foncier, etc. Sur le locatif social, c'est un peu plus compliqué. Je ne vois pas comment on peut le faire. Mais je ne sais pas vous comment vous avez fait. On contourne un peu. On est arrivé à la Moi, en fait, au Logis Breton, on a accompagné tout d'abord 2 projets d'habitat participatif, un à Lorient et l'autre à Saint-Dolphe. Et donc, c'est un groupe d'habitants. D'abord, dans l'habitat participatif, le choix de l'architecte est très important. Et donc, ces 2 projets d'habitat participatif ont été conseillés par, à mon avis, un architecte qui n'était pas compétent sur le sujet de l'habitat participatif. Enfin, donc, en fait, ils ont avancé avec l'architecte. Et quand ils sont venus, au bout d'un moment, ils se sont dit, il faut qu'on se fasse accompagner par un promoteur, un bailleur, voilà. Donc, ils sont venus nous voir. Donc, on a dit, très bien, on va vous accompagner. Et on a été le briseur de rêve, en fait, puisque tout d'un coup, on leur a dit, maintenant, on va parler un peu de sous. On va vous dire qu'il faut quand même respecter des normes, il faut un bureau de contrôle, il faut... Et donc, on est arrivé dans un projet qui était très avancé avec l'architecte, qui s'est positionné en mentor, en gourou, comme on veut. Et je trouvais que c'était pas très constructif. Donc, c'est très important dans un projet d'habitat participatif de trouver le bon architecte qui va s'entourer des bonnes personnes, quoi. Mais c'est vrai que dans ce principe-là, quand on vient nous voir un peu trop tardivement, le groupe d'habitants parfois tombe un peu des nues quand on leur dit là, il va falloir faire des choix, vous n'allez pas pouvoir mettre tous les matériaux, tous les équipements que vous avez souhaités, puisque par rapport à votre budget, ça ne rentrera pas. Voilà. Donc à l'Acadie, à l'inverse, comme tu disais, on avait le foncier. Juste, est-ce que tu peux dire en 2 mots ce que c'est l'Acadie, mais on reviendra après parce que Justement, on démarre du foncier. Okay. L'Acadie démarre du foncier. Okay. Donc, à l'Acadie, nous avions un foncier avec 14 logements locatifs qui étaient obsolètes. Pas de balcon, pas d'ascenseur, des grands logements. Enfin bref, c'était plus du tout d'actualité. Donc, on s'est dit, on va refaire quelque chose d'autre sur ce terrain. On va démolir. Enfin, on reloge les gens d'abord. Hein. On démolit. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va faire du locatif et de l'accession, on va faire une opération qu'on appelle mixte, et on va proposer aux locataires, ils sont prioritaires en fait pour revenir dans la nouvelle opération qu'on va faire. Donc, quitte à leur proposer de revenir, on va leur demander ce qu'ils veulent. Et ensuite, on s'est dit, puisqu'on demande aux locataires, pourquoi dans les cages d'à côté, on ne va pas demander aux accédants également ceux qui veulent? Et ensuite, on s'est dit, on va faire des préattributions à des locataires sociaux pour qu'ils puissent participer au projet. Le risque, c'est que au jour de la signature du bail, ils ne rentrent plus dans les plafonds. Ça peut être 4 ans après, 3 ans après, enfin voilà. Donc il faut qu'au moment de la signature du bail, ils rentrent encore dans les plafonds. Sinon, le projet s'écroule pour eux et puis voilà, ils sont obligés de partir ailleurs. Donc c'est comme ça qu'on a un peu contourné le principe. Donc, à l'Acadie, on a fait un concours et donc l'agence TLPA a été retenue pour ce concours. C'est pas l'architecte dont je parlais tout à l'heure, hein, je vous rassure tout de suite. Donc, il a été retenu pour le concours. Il y avait parce que ils avaient de l'expérience déjà dans la concertation, etc. Et qu'il avait proposé une méthodologie qui nous a beaucoup plu. Et que les 2 autres architectes qui avaient répondu nous ont dit on fera 2 réunions et puis on verra bien ce qui en ressortira. Donc c'était pas très abouti comme méthode, mais par manque d'expérience certainement. Et donc ensuite on a donc commencé à travailler avec l'atelier TLPA, mais là on est allé
très loin, et à mon sens trop loin, sur les possibilités. Donc, ils avaient donc le choix, bien sûr, de l'aménagement de leur logement. En fait, c'est compliqué à expliquer, mais tu l'expliqueras peut-être mieux que moi, mais il y a 4 cages, et chaque cage, il y a 2 logements. Et sur les paliers, il y a des possibilités d'extension du logement. Donc, s'ils voulaient étendre leur logement, ils pouvaient gratter un peu sur l'espace commun entre les deux. Et s'ils voulaient un T4 à la place d'un T3, et ben on faisait un duplex, on rajoutait une chambre, et puis au-dessus, ça pouvait faire un T2, parce que voilà. Donc, c'est un peu boutiqué. Voilà. Ils avaient le choix des matériaux de face. Enfin, ils ont travaillé avec l'architecte pour l'harmonie du bâtiment sur les matériaux de façade et les couleurs. Donc, c'est un superbe bâtiment un peu original. Moi, j'adore. C'est pas la vie de tout le monde, mais j'adore. Ils avaient le choix de la largeur du balcon, la profondeur du balcon, le type de garde-corps. Donc, il y a des garde-corps un peu différents. Ils avaient le choix de la taille des menuiseries. Ils pouvaient avoir soit une baie, une petite fenêtre, ou une grande baie, 3 vantaux. Enfin bref, il y avait une multitude de choix. Et après, donc, on va voir la mairie. Et donc, c'est là, en fait, qu'on a peut-être été un petit peu trop loin dans la démarche avec les habitants. On avait quand même vu la mairie au préalable pour leur dire, voilà, on va faire un projet d'habitat participatif. On n'a pas, on sait le nombre de logements, mais on sait les hauteurs, etc. Mais on n'a pas la chab exacte, puisque ça dépendra un peu de ce que vont choisir les gens. Et au niveau des matériaux de façade, on va travailler avec eux, mais l'architecte les accompagnera pour l'harmonie. Mais quand on est retourné voir les gens de la mairie avec le projet abouti avec les habitants, ils nous ont dit ça fait un peu beaucoup tout ça en couleurs, en matériaux, etc. Donc ils ont un petit peu freiné nos ardeurs sur différentes choses. Après, il y a eu un recours sur le permis, il y a eu tout l'avis d'un projet malheureusement aujourd'hui. Et donc il a fallu baisser d'un niveau. Enfin bref, il y a eu pas mal de... Donc les gens, on leur a dit, vous n'êtes plus au 4e, vous êtes au 3e. Enfin bref, il y a eu plusieurs épisodes à ce projet. Donc voilà comment ça a émergé. Et du coup, voilà, comme tu disais, on pouvait un peu mieux maîtriser le rythme du projet du fait d'être là dès le départ et d'expliquer aux gens, voilà... les options que vous pouvez avoir pour rentrer dans votre prix de vente au mètre carré qui va être de temps, mais vous ne pourriez pas faire ça. Non, parce que, et comme on était au début, on leur expliquait dès le départ, quoi. Quand on arrive trop tard dans le projet, on crée de la frustration en fait, pour les différents habitants, quoi. Face à mon voisin, à moins qu'il y ait des questions. Non, après, j'ai simplement 2 remarques par rapport à... C'est pas du tout une expérience de l'habitat participatif. On a essayé d'aller sur ce terrain-là et on s'est rendu compte que c'était un peu complexe parce qu'il y a une économie, il y a effectivement des enjeux économiques. Nous, on est prestataire de services aussi, donc à un moment donné, il faut qu'on s'inscrive dans un... Voilà, et puis dans un cadre économique, voilà. Donc, et il y a aussi... moi, ce que j'ai noté, c'est que les habitants de l'habitat participatif, finalement, c'est un peu des super habitants. C'est-à-dire ils ont une capacité d'agir, d'être présents, d'orienter. Il y a une volonté. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, je pense, un réseau, un secteur qui est très structuré par le monde associatif, très militant. Et malheureusement, on en est tous en tant qu'habitants et en tant que gens qui souhaitent un habitat, on n'en est pas tous à ce niveau-là. Donc voilà. Après, moi je trouve qu'on a essayé à un moment donné de nous rapprocher un petit peu justement le secteur associatif de l'habitat participatif des promoteurs, en se disant voilà, il y a des expertises de chaque côté, ça pourrait permettre de voilà. On voit bien que contrairement à ce que tu racontes là, c'est un petit peu difficile en fait, quoi, parce qu'il y a un doute, hein, voilà. Après, je pense que comme elle l'a dit, si c'est pris en amont, je pense que ça peut marcher. Il y a une question de, je l'ai dit tout à l'heure, de rompre les habitudes de travail. Ouais. Enfin, moi, chez moi, les responsables de programme, ils gèrent, je ne sais plus combien de dossiers chacun, ils sont sous l'eau. Ils disent, moi, je ne peux pas perdre une demi-heure. Mais ça demande à être
organisé. Enfin, je pense que ça a été dit, c'est-à-dire que quand c'est la bonne équipe de maîtrise d'œuvre qui sait coacher des habitants et qui sait un peu border, parce que quand ça part dans tous les sens économiquement, ça ne peut pas tenir. Moi quand j'ai vu le projet de l'Acadie dans le Moniteur, j'avais déchiré la page, j'étais dégoûté. Je dis, moi celui-là, c'est moi qui devais le faire. Quand j'ai vu ce projet, le nouveau projet qu'on a gagné à Lorient, j'ai appelé tout de suite Tristan, j'ai dit, je pense que c'est un projet qu'on doit faire ensemble. Et on a un peu aussi pris compte de leur expérience en voyant ce qui n'avait pas marché chez eux. On voit bien que c'est la capacité en fait à inventer des choses nouvelles, même pour les collectivités, parce que autant, j'ai beaucoup travaillé sur notre métropole à un moment donné où ils proposaient effectivement aux habitants des terrains en fait quoi. Ou Quimper et Lorient qui sont peut-être un peu moins avancés. Même au niveau juridique du règlement de copropriété, on s'est aussi arraché les cheveux puisque en fait il y a des les tantièmes de copro. Parce qu'il y a des habitants qui ont aujourd'hui un espace en plus qui pourront construire plus tard ou faire une terrasse. Enfin, mais il a fallu se battre un peu avec les géomètres, les notaires, etc. pour dire mais qu'est-ce qu'on fait de cet espace, comment on paye des charges là-dessus plus tard sans être obligé de passer par une AG, parce que nous le but c'est que ce soit flexible et que les gens le jour où ils ont envie de profiter de cet espace en plus, qu'ils ne soient pas obligés de passer par une décision à l'unanimité pour changer le règlement de propriété. Ce que tu as dit, moi ce que je trouve hyper intéressant, je termine. Excuse-moi, je te coupe. Mais ce que je trouve hyper intéressant, et lors de l'audition à Lorient, Tristan avait utilisé le terme, on a dit aux élus, la question des élus à Lorient, c'est comment je fais revenir des habitants en centre-ville pour pas qu'ils aillent acheter un pavillon à Kévin. Et avec Tristan, on a dit, nous, ce qu'on vous propose, c'est un lotissement vertical, en utilisant volontairement, en articulant cette image de lotissement, etc. Et tu l'as dit, je pense qu'aujourd'hui, l'habitat participatif, nous, chez Guillaume, on en a livré, je présentais quand on est un peu en retard, mais on en a livré quelques-uns sur Rennes. Mais c'est des projets, on les met sur l'étagère en disant on a fait un super participatif, puis après les mecs ils disent faut pas qu'on fasse que ça, sinon on va mourir quoi. Mais moi je pense qu'on aura gagné le jour où on aura des gens qui ne sont pas des militants du logement ou de l'habitat. Et moi j'aimerais qu'un mec, plutôt qu'il aille chez Trécobat ou machin se prendre un pave, dire tiens et pourquoi pas ça. Mais par contre ces gens-là, il faut aller les chercher. Et moi il y a un truc que je dis souvent aux architectes, je dis il faut qu'on aille regarder comment travaillent les CMistes. Parce que c'est des mecs qui sont super forts, ça fait 30 ans, ils vendent la même maison. Les gens, ils sortent de chez eux, ils disent super, le mec, il m'a écouté, j'ai la maison de mes rêves. Ouais. Alors que tu lui dis non, franchement, ta maison, c'est la même que toutes les autres. Mais les gens ont eu l'impression d'avoir le choix. Et là, tu te dis, ils sont super forts. Et en fait, dans un moment où on nous dit qu'il ne faut pas trop consommer de foncier, écologiquement parlant, il va bien falloir construire un peu plus dense, peut-être un peu plus vertical, mais en Bretagne en tout cas, je ne connais pas trop les autres régions, mais en Bretagne, comme on disait tout à l'heure, le rêve c'est le petit pavillon avec le jardin autour, quoi. C'est ça un peu l'aboutissement, super, j'ai une maison, les gens ont du mal à dire super, j'ai un appartement, quoi. Et il faut redonner un côté un peu glamour à l'appartement, parce qu'aujourd'hui en plus, les gens ils disent ça, mais on diminue de plus en plus les terrains pour des raisons économiques. Les gens peuvent plus payer un terrain de 1000 m². Donc les terrains font 200 m². On pose une maison, la même maison que ceux d'à côté, et ils ont leur bout de jardin avec leur terrasse, et c'est un peu moins... je trouve que dans le collectif, il faut redonner un sens au collectif, et effectivement, c'est de l'habitat vertical, mais c'est pas forcément... ne décage à lapin. Est-ce que l'habitat aujourd'hui serait pas à la forme finalement de la société aujourd'hui? Moi je pense qu'il y a... Moi j'ai travaillé comme aménageur, et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on nous demande de créer de la société avec des gens qui veulent tous se tourner le dos. La maison individuelle, c'est... Et je pense que tu l'as dit, je pense qu'il faut que le logement collectif soit plus glamour, qu'on arrive à faire rêver avec ça, et il faut bosser vachement sur l'intimité. Alors après, moi j'adore les pays nordiques, j'y vais souvent. Les mecs, ils ont des fenêtres de 4x4, ils se regardent en face à face, ça gêne personne. En France, c'est pas comme ça. Sociologiquement, on aime bien être chacun chez soi. Donc c'est comment on arrive à créer de l'intimité et du désir sur du logement dense. C'est pas facile. Et le fait d'impliquer les futurs habitants, justement, ça va redonner un sens, et ça peut faire un effet boule de neige en disant mais tu sais, vivre dans un appartement, c'est pas si pire que tu le dis, quoi. Et Après, moi, je crois beaucoup à ça. Après, malheureusement, on est aussi dans une société de consommation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui achètent. Moi, je suis sidéré. Moi, j'ai acheté mon logement assez tard, etc. Je suis sidéré. Les gens achetaient, parce que là, c'est en train de se tendre un peu, achetaient jeunes. Et moi, j'ai vu plein de gens qui disent « Ah non, mais moi, j'achète, dans 5 ans, je suis parti, quoi. »
C'est vraiment le logement comme un produit, comme une bagnole, comme un machin. J'achète, non mais je vais revendre. Moi, j'ai vendu sur Rennes, parce que je me suis occupé d'opérations d'aménagement sur le bassin rennais. Les jeunes, ils ont 25 ans, ils achètent. Je me dis, ah ben, bien, chapeau. Je dis, non, mais nous, dans 7 ans, on est parti. Alors que c'est pour ça que moi je trouve dans le logement social il y a un intérêt à travailler sur ces questions parce qu'en général le locataire du logement social il reste très longtemps dans le logement. Quoi. Largement le temps de le payer en plus c'est de l'acquérir normalement. Voilà, donc, Du coup, tu posais la question du groupe aussi, est-ce que vous disputez? Est-ce qu'on se dispute? Justement sur les questions de règlement de copro, parce que alors, ces sujets. ça a été un sujet, hein, parce que nous, dans notre charte en fait de notre projet, c'était clairement, c'est pas parce que celui, en l'occurrence, je crois que c'est mon foyer, qui a la plus grande maison, 120 mètres carrés, et du coup, c'est pas parce que celui qui a la plus grosse maison va avoir le droit de vote. Donc en fait, c'est un travail avec la notaire, qui est aussi la notaire de Brest Métropole Aménagement. Ça a aidé, et elle a fait un gros travail en fait pour réussir à ce qu'on ait le même droit de vote pour chacun des foyers. Alors qu'on est enfin, elle a fait ouais, juridiquement, elle a bossé, demandé l'autorisation. Ils ont des juristes apparemment notaires qui les assurent de leurs droits juridiques. Et c'est parti, je sais pas où, à Paris. Enfin bref, elle dit j'attends parce que ce que j'ai proposé, c'est quand même, on n'a jamais fait ça. Donc du coup, et chaque foyer, donc la surface des maisons est différente, mais on a tous le même droit de vote. Et du coup, déjà, voilà, c'était une volonté du projet. D'avoir... Et après, nos habitats, ils sont tous différents. Alors, ils sont tous différents, mais ça reste de la maison passive. Donc, c'est des cubes qui sont collés. C'est un peu faux collé parce que en fait, c'est quand même des cubes en bois. Et comme le bois, c'est très... ça transmet beaucoup de bruit. En fait, c'est des cubes qui sont quand même dissociés des uns des autres. Mais en fait, quand on les voit, en fait, c'est l'aménagement, c'est 5 cubes qui sont collés les uns aux autres, avec une coursive qui les relie, avec des escaliers pour y arriver à la coursive. La volonté, en fait, c'est de pouvoir rentrer chez soi, et là, on revient sur l'intimité, de pouvoir rentrer chez soi sans obligatoirement passer devant les 4 autres voisins, en fait. Donc, on a un système de passage qui fait que, si on veut, on rentre chez soi sans passer devant chez les autres. Après, dans le quotidien, voilà, on a une bande commune, donc un jardin commun en fait, et on passe devant chez les autres, et un peu comme les pays nordiques. Alors peut-être parce qu'on est plus avancé que certains, mais en tout cas, ça ne nous dérange pas en fait de voir des personnes qui passent devant chez nous, voilà. Et c'est vrai que par rapport aux autres habitats du quartier, mais je pense qu'il faut de la diversité là, et le quartier, la ZAC, on est l'expression même, puisqu'il y a vraiment de tout. Il y a de la maison, effectivement, alors je ne sais pas si c'est très combat, mais au moins la maison vraiment de plans et voilà, qui sont faites à l'infini. Mais aussi, il y a de l'habitat social, il y a notamment ce qu'on appelle un bâtiment serre urbaine, là, je trouve qu'il est plutôt bien intégré, avec des petites serres comme ça. Il y a des projets. Il y a aussi les habitats, donc ça aussi c'est BMH ils ont essayé de faire des maisons conteneurs. Donc bon, ça n'a pas fonctionné, mais il y a un essai quand même, et donc il y a toutes sortes de diversités d'habitats qui sont présentes sur un même espace. Alors après, nous, notre volonté, c'est d'habiter effectivement bien chez nous, mais d'être aussi ouvert sur les autres. C'est-à-dire que dans cette promotion, entre guillemets, parce que j'ai pas l'autre finance de dire que c'est ma solution la meilleure pour habiter, je dis que c'est une solution qui est possible. Nous, on a réussi à le faire avec des budgets et des personnes qui avaient vraiment des situations différentes, parce que les maisons étaient livrées avec des finitions différentes, en fait. Moi, je venais de vendre ma maison, donc j'avais un budget pour avoir des finitions à la hauteur de ce que mon foyer voulait. Mais d'autres, en fait, ils ont juste fait hors d'air, et puis ils ont fait, et on a donné à la main un coup de main, et du coup, le fait d'avoir un atelier commun, ça a participé au fait que on pouvait être à proximité et faire les choses, et voilà, et donc tout le monde a pu accéder à et là, il y a quand même une proximité, en fait, et des échanges, en fait, qui font que c'est possible. Après, c'est l'intérêt de la chose, c'est pas tellement le bâtiment, comme vous dites, c'est le vivre en commun, en fait. C'est qu'est-ce que nos voisins, en fait, ou le voisin, ou la personne qu'on croise tous les jours va m'apporter dans ma vie de tous les jours, quoi. Et du coup, c'est du service, c'est de la bienveillance, c'est
voilà, de la rigolade, des jeux, alors aussi des tensions, hein, parce que des fois on n'est pas d'accord. Et comme on a l'intention et le souhait toujours de faire des décisions par consensus, donc du coup les discussions ça prend très longtemps. Du coup c'est pour ça aussi que le projet a mis sans doute, voilà, on ne souhaite pas en fait être sur une majorité qui prend la décision. Voilà, 3 foyers ou 4 foyers seraient d'accord, et puis il y en a un qui dit bah non, moi je le sens pas ce truc-là, et du coup on va rediscuter. Et ça, il y a des techniques hein, pour, Persuasion non, pour que, en fait, Communication non violente. voilà, pour faire avancer le débat, en fait. C'est en quoi, qu'est-ce qui te gêne sur ce projet-là? Si on plante des arbres, voilà, comment tu vois les choses, etc. Et donc, du coup, ça avance, voilà, ça prend du temps. Mais après, voilà, je pense que ça fait une partie du projet. Après, est-ce que je vais rester toute ma vie dans cette maison-là, je ne sais pas en fait. Mais nous, en fait, alors pour rassurer les banquiers, les personnes quand même qui sont indissociables du projet, on a établi quelque chose avec la notaire. C'était une copropriété, mais horizontale en fait. Et ça, copro, en fait, pas de problème. Là, les banquiers, ils connaissent, ils font le prêt en fait. Par contre, dès qu'on leur avait parlé auparavant d'une coop habitant, une coopérative habitant, non mais là on ne vous suit pas en fait. Et bon, et même avec la copro, il n'y a qu'une seule banque qui nous a suivis, voilà, et qui a demandé à ce que tous les foyers aillent dans la même banque. Bon voilà, c'est Arkea, Crédit Mutuel, mais bon voilà. Bon là-dessus, il y a aussi des évolutions, et ça a beaucoup joué en fait sur la personne de l'agence en fait. De mémoire, c'était une directrice d'agence qui a cru, qui a dit oui, ok, moi votre projet, voilà, je vais le soutenir auprès des commissions, voilà, pour accompagner le projet et faire les prêts. Voilà. Et ben après, vous avez monté la structure juridique, et c'est la structure juridique qui a acheté le terrain, qui a emprunté, et qui a acheté le chantier. On est en copro en fait, donc chacun en fait. On avait un droit à construire en fait sur la parcelle qu'on achetait, et du coup chacun a fait un prêt en fait pour acheter son droit à construire et a construit sa maison. Vous avez été chacun maître d'ouvrage de votre partie. Il n'y a pas eu une maîtrise d'ouvrage globale. Alors s'il y a une maîtrise, parce qu'on est passé par le même constructeur en fait, et donc du coup ça l'intéressait parce que je pense ouais, il était curieux de ça. Je pense pas qu'ils en refassent en fait. Parce que en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même 5 foyers qui payaient leurs propres travaux. Oui. C'était pas une structure globale qui. Non, c'était 5 foyers qui payaient leurs propres travaux parce qu'il y avait 5 finitions différentes. Ouais. Voilà. Et après, ça leur a demandé quand même beaucoup parce que peut-être qu'effectivement on était plus intéressés par notre projet ou plus au fait en fait, et on était assez tatillons sur voilà, le fonctionnement du passif, la double flux, les huisseries installées, voilà, le respect des normes, etc. Voilà, sur l'isolant qu'ils nous mettaient, voilà. Nous, on voulait les documents techniques, on voulait les docs techniques. Donc après, on a des compétences dans les 5 foyers qui sont différentes. Il y a des gens qui sont très doués en informatique, d'autres très doués en technique, voilà. Et oui, c'est vrai qu'on n'arrive pas là par hasard. Hein, quand on voit. Et à la base, en fait, le projet, il voulait vraiment tous les âges, etc. Et au final, on se retrouve quand même un peu entre nous. Voilà. Je dis très un peu cycliste. Un peu cycliste, effectivement. On est 17, allez, je pense qu'on a 12 vélos. Personne n'a suivi, c'est pas drôle. Non, on n'a pas ça. Mais voilà, mais c'est pas faute d'avoir essayé d'ouvrir à d'autres. Et quand effectivement on a fait la signature, je pense à un couple d'amis, qui sont devenus des amis mais qui étaient retraités, et puis voilà, ils n'ont pas pu aboutir. Après, il y avait une réflexion sur comment l'usage du foncier. Et sur cette ZAC-là, ça a été quand même, c'est toujours un sujet de discussion pour les Brestois, c'est que c'est à côté de la ferme Trambillon, en fait, qui est la seule ferme, entre guillemets, en périphérie urbaine, bio de l'environnement. Et ces terres-là étaient donc prêtées, en fait, par Brest Métropole pour faire paître leurs vaches. Donc, du coup, alors, les terres juste à proximité, en fait, et sur cette parcelle-là. Donc, du coup, quand ça a été construit, il y a eu tout un mouvement, en fait, de personnes qui disent non, il ne faut pas construire sur cette partie-là. Bon, après, c'est à échanger, quoi. Effectivement, cette partie-là foncière, dans on va dire la rocade de Brest, elle a toujours été prévue comme une réserve foncière par Brest Métropole. Enfin, là, je les défends, mais avant, je les ai
Voilà. Donc du coup, voilà, et s'ils veulent des habitants en proximité de ville, bah, il faut qu'il y ait du terrain. Donc, et c'est pas faute d'avoir essayé de trouver aussi du terrain, mais déconstruire une maison et reconstruire derrière, et bah, ça nous explosait le coût du foncier. Donc là, c'est sûr que, encore une fois, si vous nous avez pas accompagnés, le projet, à moins d'avoir une fortune personnelle qui permet d'acheter du foncier comme ça, mais sinon, on n'aurait pas pu voir le jour. Donc, Moi, je vais juste revenir sur ce que tu as dit, la notion de super habitant. Du coup, ça va me permettre de vous faire aussi réagir, alors, toi José, mais aussi Tristan. Peut-être du point de vue plus de l'équipe de maîtrise d'œuvre ou de comment vous faites un peu pour travailler autour de ces questions-là. En fait, ça me rappelle la conversation que j'ai eue du coup avec Pierre Servin qui travaille sur ces questions-là. Alors lui, il disait pas super habitant, mais il disait que c'est des gens qui ont vraiment envie de plus d'habiter, donc d'augmenter vraiment leur capacité à habiter, leur logement. Et du coup, ma question, c'est un peu... alors, dans le logement social, il y a peut-être quelque chose qui est intéressant, c'est que parfois, on rencontre des habitants qui ne sont pas habitués à ce qu'on leur pose la question, ou à ce qu'on leur demande de réfléchir à leur habitat, parce qu'ils ont toujours été... Enfin voilà, on leur a donné des logements, on leur a attribué des logements, et on leur a jamais posé peut-être vraiment la question. Et du coup, comment on crée les conditions je ne sais pas, par les ateliers, par la rencontre, par quels outils on crée les conditions pour faire parler les gens sur leur manière d'habiter, et comment après on essaye de retranscrire ça aussi plus factuellement dans les projets, dans les plans. Donc voilà, je vous pose la question à tous les deux. Je sais pas qui veut réagir en premier. Moi, je remplace Aurélien Mahé qui n'était pas là. Je n'étais pas prévu. Peut-être que c'est un bon moment pour montrer, je trouve, la tête qu'a l'Acadie. J'ai pas la tête du projet. T'as pas la tête du projet. Bon, alors, il faut imaginer l'Acadie, c'est un immeuble de 40 logements, rez-de-chaussée plus 4 niveaux, et complètement multicolore. C'est-à-dire que chaque appartement, tous les appartements ont la façade qui donne plein sud, avec un balcon, etc. Et il n'y a que des couleurs différentes. Donc il y en a des rouges, il y en a des bleus, il y en a des noirs, il y en a des blancs, il y en a des bois naturels, etc. Et en fait, je pense que, si je dis ça maintenant, je pense que c'est un des aspects qui a fait la réussite de notre recrutement d'habitants. Puisque donc c'est un projet dont on a dessiné une première image, en imaginant que ça allait peut-être ressembler à ça, puisque sans avoir les habitants, on ne savait pas ce que ça vraiment cette image. Et en fait, tout de suite, la presse à Quimper a été, je pense, assez fan du projet, en tout cas, a vraiment diffusé les images du projet au moment du concours, en première page du Télégramme, etc., à fond. Et je pense qu'il y a beaucoup d'habitants qui sont venus vers l'Acadie en sachant un peu où ils mettaient les pieds. Et si on voit un peu à gauche là. Donc ça, ce qu'on voit à gauche, c'est la maquette qu'on avait créée pour que avec chaque habitant, en fait, on crée une maquette de leur appartement qui venait s'insérer dans une grande maquette en bois de l'ensemble de vous devinez un petit peu quand même. Et je pense que le deal était très clair d'emblée en fait avec ce projet. Du coup, les gens qui appelaient, en partie en tout cas, le Logis Breton pour acquérir ou louer un logement, ils avaient vu l'image, elle était impactante et du coup, ils venaient un peu pour ça. Donc ensuite, je pense que beaucoup étaient surpris, c'est ce que Aurélien aurait dit, je pense, Aurélien Mahé, donc qui devait être là, qui a mené la plupart des entretiens et qui a dessiné du coup avec les gens la plupart des appartements de l'Acadie. Lui me disait, il y en a certains qui arrivent, ils ont tout à fait compris le concept, on part d'une page blanche, on peut augmenter son logement, rajouter 10 mètres carrés, 12 mètres carrés, comme on veut, etc. Et on va tout dessiner et tout ça. Il y en a aussi qui arrivent et qui ne savent absolument pas où ils mettent les pieds. Et dont certains, plutôt du côté locataire, en effet, un public qui n'a pas eu l'habitude en fait, que le logement s'adapte à leur vie et à leurs envies. Et moi, dans les quelques rendez-vous que j'ai faits, il y avait beaucoup d'émouvants pour ça. Il y a notamment le premier, alors je ne sais pas si c'est celui-là que tu avais envie de dire, mais le premier, je crois que c'est le premier rendez-vous, c'est l'appartement rouge qui est au milieu de l'image et le en bois en dessous, 2T2. Et en fait, donc, premier rendez-vous pour dessiner des logements, avec au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre, des architectes, etc., et du Logis Breton, la vraie question de, on est tous d'accord sur l'idée, mais est-ce que ça va marcher? Et donc, deux premières personnes qu'on rencontre, chacune, donc deux femmes, chacune pour un appartement. Elles étaient colocataires dans un T3, elles le sont encore, parce que le chantier n'est pas terminé. Ça a été longtemps même à la quête. Finalement, un petit peu plus grand peut-être qu'un projet participatif classique.
Pas tant que ça. Mais ouais, on a gagné 6 mois quoi, sur les 7 ans. Un peu plus quand même. Et donc elles étaient colocataires, elles le sont toujours et elles vont déménager bientôt à la rentrée. Et toutes les deux porteuses d'un handicap, toutes les deux un handicap différent, et toutes les deux du coup vivant avec le minimum adulte handicapé, donc on va dire ayant peu de perspectives autres que du logement locatif social dans leur parcours résidentiel, et toutes les deux ayant un handicap très différent, et qui dans les deux cas n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'on demande aux architectes de dessiner comme logement adapté aux handicapés, c'est-à-dire qu'un cercle pour le fauteuil devant la cuisine et un grand rectangle à côté du toilette, etc. Absolument rien à voir. Et du coup, on s'est mis à dessiner les logements pour elles, en écoutant leur handicap et en écoutant et en dessinant avec elles. Et du coup, si quand vous vous levez, c'est ça, là ça va marcher, etc. Et alors je me souviens, parce que je crois que tu assistais à ce rendez-vous, je crois que Yves-Marie, ton directeur, Yves-Marie de Logis Breton aussi, un peu pour voir alors ça va se passer comment, ce rendez-vous bizarre. Pour la première fois, on reçoit les habitants avant de dessiner les logements. Et alors tout le monde a versé sa petite larme à la fin quand même. Parce que, en fait, on a dessiné 2 logements complètement différents pour ces 2 personnes. Et les deux, en fait, ont un peu craqué à la fin en disant, vous vous rendez compte, c'est la première fois de notre vie que c'est le monde extérieur qui s'adapte à nous. Alors qu'on est différentes, toutes les deux. Exactement le genre de moment, tout le monde verse sa larme. Mais n'empêche que dès le premier rendez-vous, c'était très salutaire, je pense pour nous tous, qu'on commence par ces 2 personnes qui sont venues à tous les rendez-vous collectifs après. À fond et de s'apercevoir qu'en fait il y avait quelque chose de juste dans la démarche, aussi parce que c'était le pari de l'Acadie, on s'adresse à un public qui n'aurait probablement jamais fait la démarche de créer un logement participatif comme vous l'avez fait à la Catiche, comme le projet Ecocoum à l'Opérette que tu citais tout à l'heure François, dont j'ai été architecte en partie bien avant l'Acadie. Et je pense que c'est tout l'intérêt de réussir à trouver les moyens. On voit bien que l'Acadie, c'était un projet manifeste, on va dire. C'est un projet, comme tu dis, on a voulu tout mettre d'un coup. On a réussi, c'est éclaté, là. On a réussi à tout mettre d'un coup, quand même. Mais on a cédé sur rien. Mais donc les habitants pourront faire une extension au 4e étage dans 10 ans. Mais mon Dieu que c'était compliqué. Oui, c'est très intéressant. Donc on essaye de faire un peu plus simple. Et Mais je notamment pense que l'enjeu, c'est effectivement de réussir à le généraliser. Et c'est ça qui va être hyper difficile. Juste sur la question du handicap, justement, c'est super intéressant parce qu'on nous fait des lois pour nous dire le handicap, c'est ça. Et c'est un rond dans un logement et c'est une espèce de manœuvre et tout. Mais le handicap, c'est multiple en fait. Quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est avec des béquilles, quelqu'un qui... il est multiple en fait le handicap, donc vouloir il faut faire les choses avec les gens pour vraiment, et ça c'est là que tu t'es aperçu aussi qu'effectivement ces 2 personnes qui avaient 2 handicaps différents et avec en plus des habitudes de vie, j'aime pas cuisiner, j'aime bien cuisiner, je veux une grande cuisine, je veux un grand dressing, enfin bref, ça n'avait rien à voir, c'était super intéressant en fait de voir un petit peu comment on peut adapter le logement à leur handicap. Et en fait, ce rendez-vous avec ces 2 personnes nous a appris dès le début que, alors, on va dire que leur handicap était l'expression très forte de leur différence, parce que du coup, en portant ce handicap, elles étaient effectivement visiblement différentes de ce qu'on pourrait surtout pas qualifier de normalité, mais on voit bien quand même, on va dire toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme handicapées, mais qui sont quand même différentes. Évidemment, on est tous différents dans cette vie. Et donc, sans avoir cette expression qui nous impose d'avoir ou un cercle devant la cuisine, ou un sas de décompression lumineux entre la chambre et le séjour parce que les pupilles mettent 2 heures à s'adapter, etc. Ou comme, il y a plein de handicaps différents. En fait, on est tous différents. Je me souviens que Yves-Marie, encore une fois, Marie Roland, le directeur de Logis Breton, m'avait dit que après le concours de l'Acadie, il avait été présenter le projet un peu fier de son coup, en train de faire un truc bizarre, tout ça, dans un congrès de promoteurs, etc. Et qu'une personne, alors, si j'ai quand même envie de citer, parce que je crois que c'est quelqu'un de Nexity, qui a un mot qui va bien avec ce genre de commentaire, qui avait dit « Mais vous allez voir, ça sert à rien, les gens veulent tous la même chose. » Et je crois qu'après pas mal d'années de galère et un sacré temps et une sacrée énergie de passé, on a vu que, handicapés ou pas, on est tous différents, et que même en partant tous du même rectangle, parce que c'est quand même cette structure très simple qui fait que l'Acadie n'est pas complètement trop cher à construire, enfin en tout cas ça a réussi quand même, tout le monde veut quelque chose de différent, parce que, et moi, pour moi, donne beaucoup de sens à l'idée qu'il faille généraliser des démarches de participation dans l'habitat, de manière générale,
c'est qu'on est tous différents. En partant du même rectangle, on veut tous quelque chose d'un peu différent. Aujourd'hui, quand on visite le chantier de l'Acadie qui est en train de se terminer, finalement, c'est épatant de monter d'un étage et de voir un T2, un T3 qui n'a rien à voir avec celui qu'on a vu en dessous. Pourtant, les gaines techniques sont plus rondes, etc. Donc il y a quelque chose de rationnel au début, qui rend économiquement viable, et puis il y a quelque chose qui fait que, non, en fait, on veut tous des choses différentes, parce qu'on est tous différents. Je trouve que c'est l'acceptation de cette différence qui est importante dans ce type de projet. Et comme tu disais aussi, il a fallu convaincre aussi les équipes en interne, parce que le commercial, quand on a commencé à lui dire ça, il y a un, tu vois de qui je parle, qui a dit non mais un T2, c'est un T2, t'as 45 mètres carrés, il y a une chambre, il y a un séjour et il y a une salle de bain, je vois pas ce que tu vas inventer. Et il a fallu convaincre que non, un T2 pour l'un, ce sera pas le même T2 pour l'autre. Et au fur et à mesure, il s'est rendu compte que effectivement tous les logements n'étaient pas similaires malgré ses a priori. Et c'est souvent, enfin moi je trouve que c'est la question de l'œuf et de la poule. Comme une Nexity, ils font 15 000 logements avec la même fenêtre. Alors, ils sont du coup hyper efficaces économiquement. Et je pense qu'il faut quand même garder en tête l'efficacité économique parce que là on rentre dans un monde où tout est de plus en plus cher à construire. Il faut quand même avoir cette notion d'efficacité économique. Et moi je suis toujours à jongler entre ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est-à-dire une adaptation à chacun, et en même temps une équation économique qu'il faut tenir. Et c'est ça qu'il faut... Voilà, moi je compare souvent le monde du logement au monde de la bagnole. C'est-à-dire que quand on voit tous autant qu'on est, quand on regarde une voiture, un concept car sortir, je me rappelle il y a des années le Cactus de Citroën qui sortait, qui était léger, en matériaux machin, hyper sympa, on se dit ah, ça j'achèterais bien. Et puis ça passe à la moulinette de l'outil industriel, et ils sortent à la fin une bagnole complètement normale, basique, tu dis bah c'était pas ça le concept car. Et je pense que le logement c'est un peu ça, c'est comment est-ce que on garde les bonnes idées du début et comment on les tient jusqu'au bout, comme à l'Acadie, effectivement, comment on les tient jusqu'au bout, sans dénaturer l'idée de départ, et sans non plus que les habitants s'auto-censurent. Il y a plein de gens, ils achètent une voiture, ils disent moi je veux une coccinelle jaune fluo. Et puis les mecs ils disent ouais mais à la revente, ouais, je vais plutôt prendre une Clio blanche en fait, parce que c'est plus sûr à la revente. Donc il y a aussi des gens dans le logement qui se disent j'aimerais bien un logement rond en terre crue, puis qui disent ouais, je vais plutôt prendre un pavillon en parpaing. À la revente, je prends pas de risque. Il y a un peu ça. Et je trouve que le logement et la bagnole, ça marche un peu pareil. Et c'est ce qui fait, je pense, l'évolution vers un monde où effectivement la majorité des habitants du logement neuf auront eu quelque chose à dire, auront réussi à influer sur leur espace de vie dans son organisation. Parce que sinon, on est tous des pros de la déco. Hein. Quand on prendra des photos de l'ensemble des appartements ou des maisons des uns des autres, c'est tous différents. Donc en fait, on s'approprie bien les espaces. En termes de décoration, on est tous des super architectes d'intérieur ou décorateurs. Mais l'architecture, l'espace, le bâtiment dans lequel on vit, pas encore. Mais c'est vrai que cette évolution, elle est forcément extrêmement longue aussi parce que ça fait... alors je ne vais pas jouer aux historiens parce que je ne connais pas les dates ni vraiment les... En tout cas, au néolithique, les gens faisaient tous leur logement eux-mêmes. Il y a eu un moment, alors je ne sais pas, je situerais bien ça... il fallait que tu partes à 20 ans. Je situerais bien ça, je sais pas, Empire romain, genre. Où pour la première fois, on invente l'immeuble. Mais encore une fois, je tâtonne avec des notions que je ne connais pas, mais disons qu'il y a bien eu un jour où pour la première fois, des gens ont construit un logement pour le vendre après à d'autres. Et j'ai l'impression que ce twist-là, qui est devenu toute une industrie du bâtiment colossale, avec donc les promoteurs, les constructeurs, les actes, les aménagements, etc. Aujourd'hui, on est surtout entouré de bâtiments qui ont été faits, qui ont été conçus pour d'autres et pour des gens qu'on ne connaît pas au moment où on conçoit. J'ai le sentiment que ça nous a tous habitués à habiter dans des espaces qui ne sont pas complètement comme on les voulait, et que c'est probablement... Donc évidemment, voilà, s'il faut retrouver le néolithique, c'est normal que ça prenne un peu de temps, et on ne va pas réussir dès l'Acadie ou dès là, dans 10 ans, à faire des grands... En termes d'éléments de méthode, je trouve que c'est... Je suis juste désolée, je suis obligée de partir, donc merci. Merci. De m'avoir accueilli et de m'avoir écouté. Merci. En termes d'éléments de méthode, je trouve que c'est vachement intéressant de se dire on va commencer dans un groupe comme ça par travailler avec les personnes en situation de handicap. Parce que c'est pas du tout dans la société comme ça qu'on envisage les choses en premier, quoi. Donc d'amener ça en se disant comme symptomatique, en fait, effectivement on a tous des façons de vivre et d'habiter différentes. Je trouve que ça pourrait être un levier d'action assez intéressant, quoi, dans ce type de projet-là, quoi. Il ne faut pas être complètement angélique. Nous, on a eu le cas, deux handicapés, 2 ans de travail, 20 000 € de travaux. Puis au final,
« Ah non, on ne veut pas le logement ». Ça, moi, ça me sidère. Par exemple, en tant que bailleur social, aujourd'hui, on attribue des logements à des gens qui attendent des logements depuis 4 ans. On leur propose, dit voilà, vous avez été choisi par la commission d'attribution. Les gens disent « Ah non, il est rez-de-chaussée. Non, non, je ne veux pas prendre ». Et puis les gens préfèrent réattendre 4 ans. Il y a aussi, il ne faut pas faire trop d'angélisme. Enfin, en logement social, on est confronté à des très grosses difficultés. Puis des fois, des gens se disent vraiment, les gens ne cèdent pas, quoi. Mais c'est ce qu'on disait sur les capacités d'agir qu'on a tous. Nous, on voit bien sur les sujets de concertation sur lesquels on travaille, entre quand on travaille pour un promoteur immobilier qui veut implanter un bâtiment dans un site déjà construit dans lequel il y a des propriétaires autour, il y a des capacités de s'approprier les projets qui sont beaucoup plus importantes que dans un immeuble où on a, par exemple, des ménages, avec même des ménages de population étrangère, en fait, qui ne parlent pas forcément français et qui n'ont pas du tout le même rapport à cette capacité d'habiter, en fait, quoi. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, en termes de méthodologie, on a toujours tendance à regarder un peu sur quel public avec quel public on va travailler, en fait, quoi. Quel profil ils ont, est-ce que ce sont des jeunes, est-ce que ce sont des gens qui travaillent, est-ce que ce sont des familles, est-ce que ce sont des personnes âgées, etc. C'est déjà des éléments, en fait, sur lesquels on va avoir des capacités d'agir plus ou moins importantes, en fait, quoi. Donc ça, c'est après, au-delà de ce qu'on a pu dire tout à l'heure, aussi de regarder les opérateurs pour lesquels on travaille et les expériences qu'ils peuvent avoir chacun aussi de ce type de démarche-là, les mandataires aussi, hein, les architectes en général quand ils font appel à nous, c'est aussi d'une certaine façon parce que le lien avec l'habitant, c'est dans une opération de réhabilitation par exemple, c'est pas forcément quelque chose qu'on va avoir, quoi. On n'est pas tous professionnels de la même façon, mais voilà, ils veulent pas forcément avoir le contact avec le public. C'est ce qui prend le plus de temps, il faut être très clair. Nous, à Nantes, on vient de réhabiliter en site occupé une tour de je sais plus, 300 logements. Ça doit être Bouygues, l'entreprise générale. Et Bouygues a dit, oulala, il faut, entre nous et l'habitant, il faut une équipe. Bouygues, ils ont développé une assistance à maîtrise d'usage. Mais c'est vrai que pour ça, d'aller expliquer aux gens, attention, alors, puis, un planning chantier qui décale toujours, évidemment. Des gens aussi, il faut le dire, sur les chantiers, il y a aussi une perte de compétences et une perte de savoir-être ou de savoir-faire. Des gens comme ça, un peu brut de décoffrage en chantier, avec des habitants qui ne comprennent pas, qu'on est en train de venir chez eux, leur changer la cuisine et tout, c'est un boulot c'est monstrueux, quoi. C'est du temps à passer et beaucoup de pédagogie, quoi. Mais c'est ce que je disais quand on a parlé un peu de ces questions-là, c'est la question de la communication, surtout autour de ce qui va se faire et du projet, et donc comment on intéresse aussi c'est vrai que le public du coup qui est concerné. Nous on voit bien par exemple sur une réunion, quand vous travaillez tous ensemble sur une programmation, les gens ils viennent, il y a un intérêt, voilà. Quand c'est des locataires du secteur social, c'est plus complexe, parce qu'un atelier, ce qu'on disait à un moment donné, nous on s'est rendu compte qu'il y a des modalités peut-être à faire valoir, de changer un petit peu les pratiques. Alors il y a des choses que nous on voit qui fonctionnent très bien aujourd'hui, c'est vraiment les permanences sur site, c'est-à-dire de ne pas proposer des temps trop institutionnels et plutôt aller à la rencontre, aller essayer de capter les gens au pied des immeubles, enfin voilà, au-delà de toutes les rencontres individuelles. Vous voyez bien, avant il y avait un petit schéma sur entretien individuel pour chaque... Il faut passer par là, d'aller voir les gens dans leurs appartements, de voir déjà eux comment ils vivent en fait leurs appartements. Et on voit bien que là il y a des décos différentes, il y a des. On voit bien, enfin nous même sur de la gestion locative classique, faire passer un message à quelqu'un. Enfin ça fait longtemps que j'ai quitté les bancs de la fac, mais entre le message, le messager, le récepteur, etc. Les gens, la gestion locative, c'est bon, j'ai affiché dans le hall, ils savent. Donc voilà. Non. Alors après, c'est bon, j'ai affiché dans le hall et j'ai envoyé un SMS. Et puis j'ai envoyé un mail. Et en fait, tu dis au bout du bout, il faut peut-être faire les apparts un par un pour être sûr que tout le monde a bien l'information. Il y a des choses aussi, quand il y a des immeubles, il y a des familles, c'est assez intéressant de travailler sur le moment festif. À un moment donné, nous, on l'a fait 2-3 fois. Alors, on peut faire des crêpes ou un barbecue, etc. Mais ça, c'est à un moment donné, en fait, où les gens ils viennent parce qu'à la clé, finalement, ils vont pouvoir partager un repas. Les enfants vont pouvoir venir aussi parce qu'il y aura du temps de. Donc et puis c'est des temps qui sont un peu festifs, quoi, qui sont pas forcément des. Enfin voilà, aller imposer des temps de réunion à des gens qui sont pas forcément habitués à ça dans leur. C'est aussi, à un moment donné, nous faire preuve de proposer des choses un peu différentes. Donc, nous, on a fait une réhabilitation pour Aiguillon au Relais Carillon, pas loin, d'un ensemble de 150 logements. Delphine qui gérait ça il y a quelque chose.
Et donc, il y avait un tout petit budget et notre projet architectural, on va dire, on changeait les chaudières et on faisait un peu d'isolation pour l'extérieur, mais on proposait surtout un grand coloriage pour que les gens puissent participer finalement à un renouveau d'image. Et quand on faisait des ateliers, effectivement, on amenait des maquettes, on voulait les faire des propositions, etc. On avait quoi, 20, 30, 40 personnes au max. Et puis un jour, on a fait un atelier le jour de la galette des rois. Alors là, génial. Et lui, on payait sa galette des rois. Oui. Alors, n'empêche, voilà, on avait tout le monde. Du coup, on a profité de ce moment-là pour développer un peu le projet. Et il y a plein de gens qui nous ont apporté plein d'idées à ce moment-là. Puis ça a été le cas pour d'autres. Je sais qu'Olivier, là, PMA aussi, sur le haut de Jaurès, on en a parlé au premier café. Non, mais c'est le cas de refaire le coup de top. Mais pareil, c'est le cas du public qui est ici. Super bien de public. Et on a fait une fiesta dans le centre commercial du Pilier Rouge en amenant, voilà, en invitant Damas Market à vendre des baklava et à plein de trucs, machin, etc. Voilà, on a vu 500 personnes dans la journée. C'est vrai que lier ça au moment festif, en fait, à ce qui peut être convivial, mais je pense que c'est aussi dans l'habitat participatif, ce que les gens recherchent, c'est une forme de convivialité, parce que probablement, dans un certain nombre de quartiers urbains, on ne trouve pas son compte, en fait. On trouve qu'on ne fait pas suffisamment société, et que les voisins à qui on fait juste hop une fois de temps en temps, et à qui on n'oserait jamais demander est-ce que tu peux me prêter ta tondeuse, c'est dommage. Du coup, peut-être savoir comment vous avez travaillé à la Catiche sur cette question. Ouais, on a travaillé. On avait fait des ateliers avec Époque pour justement travailler sur qu'est-ce que c'était un habitat participatif. Époque, c'est une structure en fait, je ne sais pas si ça existe toujours, qui accompagne. Si, ça existe toujours. Ils accompagnent en fait les projets. Là, ils étaient mandatés par Brest Métropole pour accompagner le projet. L'appel à la manifestation d'intérêt. Donc on avait fait différents ateliers, et notamment sur comment sortir des mètres carrés de son habitat personnel pour les mettre dans le collectif. Et cette réflexion-là, cet atelier me marque particulièrement. C'est vrai que réfléchir à ça, qu'est-ce qu'on a réellement besoin en termes de mètres carrés de vie, et qu'est-ce que on accepte de mettre au pot commun. Et du coup, on s'en est pas mal inspiré, nous, pour nos communs, en fait, et mettre nos mètres carrés dans le pot commun, justement. Et du coup, nos maisons sont plus réduites que peut-être d'autres maisons, parce que les usages ont été sortis de ça. Et du coup, là-dessus, quand on a rencontré, donc après la dessinatrice, en fait, Soisy, elle est venue dans chaque foyer voir comment chacun habitait, parce qu'on avait des habitats plein différents, certains étaient en location, d'autres. Voilà. Et je pense qu'elle s'est inspirée de ça pour proposer après un dessin qui correspondait à chaque foyer. Après, le dessin, comme c'était, il n'a pas été assemblé tout de suite, en fait. Chacun a fait des souhaits, et au final, il n'y a pas eu de réflexion en disant, ou de bataille en disant moi je veux être sur le pignon ouest, ou moi je veux être au milieu des deux. En fait, tout le monde a trouvé sa place. Parce que je pense qu'elle a réussi à sentir les foyers, et au final, elle a proposé un assemblement qui était cohérent pour chacun, quoi. Et du coup, voilà. Et après, c'est plus l'aspect juridique qui nous a pris du temps. Assez vite, voilà. Et par contre, quand on a amené le dessin et le cahier des charges à différents constructeurs, certains ont dit c'est pas possible, d'autres ont dit oui, mais ce sera temps. Et du coup, là, on se heurte effectivement à combien on peut sortir le budget, qu'est-ce qui est tenable ou pas. Et puis le constructeur là qu'on a choisi, qui répondait aux différents cahiers des charges, il a dit moi je vais redessiner le projet. Parce que, en fait, pour que ça rentre dans mon process, donc c'est des murs passifs, faits en atelier, etc., je dois redessiner, par exemple, des ouvertures, voilà, et donc du coup, on a revalidé le projet avec lui, redessiné pour que son process de fabrication soit viable pour lui, quoi, en fait. Il ne pouvait pas sortir des choses, ou avec des tarifs exorbitants, c'était aussi viable pour nous, quoi. Donc voilà, il y a cet échange-là qui a été aussi important. Et puis l'échange, parce que ce cahier des charges, il respectait aussi le cahier de la charge de la ZAC, en fait, qui est un cahier des charges assez contraint, qui demande
c'est plutôt l'expert qui pourrait... une fenêtre sur chaque pièce, le type de chauffage était aussi un des aspects donc à éviter, parce que la rive droite qui est en pénurie, c'est en problématique d'électricité, donc voilà. Pas d'antenne sur les toits, enfin voilà, plein de choses qui étaient dans le cahier des charges de la ZAC. Après, qui est plus ou moins respecté par les personnes qui ont suivi ou les promoteurs. Mais au départ, voilà. Et du coup, ça, il y a eu des échanges. Swazik a rencontré le cabinet d'architectes qui était en charge de faire respecter le cahier des charges de la ZAC. Donc voilà, il y a eu des allers-retours, mais au final, on a ce qu'on souhaite. Mais encore une fois, c'est moins... la forme architecturale, je vous dis, c'est un cube parce que c'est du passif et que, à ma connaissance, voilà, c'est des formes qui fonctionnent et la preuve, c'est que ça fonctionne. On a plutôt trop chaud que trop froid, même si on n'a pas de système de chauffage. Et du coup, en fait, c'est plus le vivre ensemble en fait, qui était recherché et qui est recherché par les habitants. Alors après, c'est sur la pérennité, là, on peut se poser des questions, parce que le collectif n'est que de 5 foyers. Et il y a quand même, effectivement, dans tout ce que j'avais rencontré moi, je ne sais pas si c'est un nombre d'or, mais au moins 8 foyers, 10 foyers, ça semble être plutôt un chiffre à atteindre pour qu'il y ait des départs et des arrivées, et que le groupe en fait soit moins sollicité sur quelques foyers du groupe. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là, si clairement, quand on a signé, on n'était que 5, s'il y a une fois la signature est partie, c'est parti, mais voilà, c'était quand même très précaire, et même là, si un des foyers devait s'en aller, alors c'est toujours une possibilité, parce qu'on peut vendre sa part comme une copro classique, voilà. Mais après, la personne qui va arriver, ou le foyer qui va arriver, c'est des interrogations. Mais ça fait partie de la vie, des interrogations. Moi, je dis, voilà, c'est bien, je sors avec mon vélo et il y a un bus qui me rend dessus, voilà, donc voilà, c'est des aléas et il faut les accepter, quoi. Moi, je les accepte. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir ou poser des questions. Oui. C'était notamment sur la pérennité, donc là vous en avez parlé sur le côté propriétaire, mais sur le côté locatif, et notamment est-ce que sur le projet de l'Acadie, est-ce que ça a été pensé pour que le process continue dans la durée de vie du bâtiment, c'est-à-dire vu qu'on est sur de la location, les gens vont bouger et changer, est-ce que les logements du coup vont aussi évoluer en fonction des nouveaux arrivants? Ils sont minoritaires, les locataires sur lesquels c'est je crois. moitié-moitié. C'est moitié-moitié, oui. Ah, il y a 2 cages et 2 cages. Ouais. C'est 20-20. Alors, il y a un pari qui est que parce que les locataires auront participé au dessin de leur logement, ils auront d'autant plus envie de rester longtemps. Parce que du coup, c'est leur logement, même s'il n'est pas à eux. Et c'était une nuance qu'on trouvait intéressante et qui nous a été... voilà, dans les dialogues avec les locataires, il y a eu beaucoup cette notion de logement pour eux, par eux, qui est vraiment le leur, adapté à eux, alors qu'ils n'en seront jamais propriétaires. Donc il y a un pari qui est que, contrairement à ce que tu as vécu, François, avec des gens qui finalement ne viennent pas, normalement ils vont tous venir et on fait le pari qu'ils resteront relativement longtemps. Après, on n'a pas eu le budget nécessaire, mais de toute façon il n'y avait pas forcément la volonté à la base, mais de faire des logements qui soient à l'intérieur avec des cloisons mobiles ou qu'est-ce qu'on pourrait inventer techniquement pour que le logement soit réellement adaptable dans le temps, pour que 20 ans après ce soit facile de... Ce sont tout de même des logements qui n'ont aucun point porteur à l'intérieur du plan. La structure du bâtiment est bâtie comme ça. C'est ce qui a permis la liberté de conception de l'intérieur des logements d'ailleurs. Donc ça reste des logements qui sont faciles à modifier. Maintenant, de là à ce que le logis breton, l'Atelier est parti, mais se mette à modifier le plan d'un T2 en fonction de chaque nouvel arrivant, à mon avis, ils ne le feront pas. Je peux peut-être dire que les équilibres économiques du logement social le rendent le impossible. permettront pas. C'est clair. Par contre, ça a voulu dire que lorsque, donc encore une fois, Aurélien, le grand absent, je veux quand même le reciter parce que c'est lui qui a fait ce job, quand il a dessiné les logements avec les personnes qui allaient dans des appartements en location,
Ça voulait dire qu'il fallait à la fois écouter les demandes des futurs habitants et en même temps faire un logement qui ne soit pas complètement inadapté à quelqu'un qui arriverait dedans. Et notamment, je pense notamment les normes PMR, c'est-à-dire oui. personnes à mobilité réduite, même celles qui n'avaient rien à voir avec le fameux handicap des 2 personnes. Non, puis il y a une question de surface. En logement locatif social, et moi je suis récent, parce que je suis arrivé en 2020, on a tous cette envie de dire un logement généreux, etc. Et en fait, très vite, on est rattrapé par la dure réalité, c'est que les gens qui n'ont pas beaucoup de ressources, pourquoi le T2 en logement social, il fait 40 plutôt que 45, c'est que le loyer va être beaucoup moins cher. Le loyer, il est au mètre carré. Et on a des problématiques comme ça. Moi, j'ai beaucoup de communes où les élus se sentent la main sur le cœur à investir d'une mission et ils écrivent dans le PLU la surface moyenne des logements locatifs sociaux sera égale à la surface moyenne des logements privés. Et je me suis retrouvé sur des opérations où le promoteur il fait que des T4 et des T5. Et après, il me propose à moi un T5 en logement social qui fait 160 mètres carrés. Et sauf que c'est impossible à louer parce que ça dépasse complètement les capacités contributives des locataires et la capacité des APL à prendre en charge ce que le locataire ne sait pas payer. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'aussi en logement social, on fait très attention aux surfaces ? C'est que en PLAI, donc le logement le plus social, c'est 4 € et des brouettes du mètre carré et qu'à un moment donné, si le logement est trop grand, il va être trop cher. Ça, c'est un mouvement en plus, je tire un peu le truc, mais c'est en fait, on a besoin de moins d'espace. On passe notre temps là à démolir des appartements trop grands pour faire des appartements plus petits. Moi, je vois bien, c'est vrai que c'est même à se dire, est-ce qu'on ne devrait pas finalement légiférer là-dessus en disant le minimum, c'est ça parce que la tendance, c'est quand même... depuis un certain nombre d'années, de réduire les surfaces. C'est une question que je voulais vous poser aussi en termes d'habitat participatif. Est-ce que la surface était un levier pour vous de se dire, tiens, on peut avoir un logement plus généreux, peut-être des chambres un peu plus grandes. Voilà, je sais pas. Après, on a tous des cactus un peu différents en termes d'habiter. Voilà, moi, je sais que l'espace, c'est vachement important, en fait, d'avoir... Bien, là, on est dans des lieux où... on est confortable, on peut mettre des fauteuils, on peut, quand on est petite famille dans un T2, etc., c'est plus compliqué, quoi. Ouais, après, c'est vrai que là, on a beaucoup travaillé, moi aussi, les espaces, on a travaillé sur des espaces de hauteur, en fait, donc du coup, nous, notre maison, elle est juste un étage, mais il y a une mezzanine, en fait, c'est décloisonné, et du coup, on a de la hauteur sous plafond, voilà. Donc ça reste un cube, mais avec une hauteur sous plafond qui était... Donc c'est un choix. Après, d'autres foyers, ils ont peut-être la cachiche.net, en fait, vous verrez le bâtiment, si vous avez. Mais d'autres foyers ont fait d'autres choix, alors aussi budgétaires, en fait. C'est un peu, voilà, il y a des choses plus concentrées. Voilà. Nous, on était 5 dans mon foyer, donc du coup... Voilà, il y avait l'objectif d'avoir une chambre pour chaque... Non, c'est pas... Je vais pas. Mais... c'est bien la Fontaine Marmot. Ouais, c'est bien la Fontaine Marmot. Mais voilà, ça a été échangé avec la dessinatrice qui a trouvé... voilà, c'est le collectif. Donc il n'y avait pas encore de l'herbe, mais là il y a de l'herbe, je vous rassure. Donc on voit en fait les maisons sont de couleurs différentes. Alors en fait elle n'est pas vraiment verte, elle est plutôt turquoise celle-là. Ouais voilà c'est ça. Donc ça on est côté jardin, donc côté sud. Voilà moi j'habite dans celle noire là sur la gauche et on voit donc voisins de droite, en fait, ils ont construit un petit module qui est pour au-dessus, en fait. Mais voilà, c'est la seule particularité qu'ils avaient, mais ils ont fait leur chambre, en fait. Et après, chacun faisait ce qu'il voulait, en fait, et c'est surtout le budget qui a déterminé un peu ce qu'on pouvait faire, ce qu'on voulait faire. Voilà. Moi, je reste attaché, effectivement, à peut-être avoir des chambres plus petites, parce que pour moi, ça c'est des choix personnels en fait, voilà c'est juste, voilà j'y dors, entre autres, mais j'y rêve, mais dans ma pièce de vie elle est plus grande et elle est ouverte, voilà largement lumineuse, mais ça c'est des choix et l'architecte l'a bien pensé et voilà j'en suis très content. Après ça correspond là à ma vie actuelle, mais mes enfants grandissent, ils vont sans doute partir.
Et du coup, en blaguant là, dans le collectif, on se disait même, peut-être qu'on échangera de maison en fait. Peut-être que moi j'irai dans la turquoise ou dans la rouge parce qu'elle est plus petite. Et ça me suffira parce qu'on sera, si ma compagne m'accompagne toujours, mais on sera deux et voilà, cet habitat-là me suffira à deux. Et du coup, la plus grande, elle passera peut-être à un des foyers qui aura eu un autre enfant. Voilà. Donc, bon, après, il y a cette temporalité qui c'est compliqué quand même. De se dire que son voisin, il doit faire un enfant parce que nous, on a les enfants qui sont partis. C'est quand même. Voilà. Parce que. Donc, et là, je lève. Quelque chose en fait, parce que quand on fait visiter, régulièrement la structure à des collectifs qui réfléchissent à l'habitat participatif, ou à on avait fait aussi entre guillemets des portes ouvertes, mais pour des personnes lambda, il y a quand même un certain nombre de personnes qui viennent voir, mais qu'est-ce que c'est l'habitat participatif? Elle est où la cuisine commune que vous avez ensemble? Et le dortoir, là, vous n'avez pas un dortoir commun? Alors non, en fait, nous, on a ce fonctionnement-là, c'est des maisons, 5 maisons qui ont voilà, et une intimité. Et on ne fait pas visiter nos maisons d'ailleurs, hein, on fait visiter l'intégralité du collectif avec voilà. Mais du coup on revient sur des choses très très factuelles. Voilà, c'est une forme d'habitat. On a décidé de partager un certain nombre de choses en commun. Après, économiquement, je suis pas certain qu'il y ait un retour. On nous demande souvent, vous avez dû faire des économies. On a fait pas vraiment en fait, je pense, parce que l'habitat passif ça a un coût. Après là on est plutôt un retour actuellement avec le prix voilà, des fluides et pour se chauffer, ou voilà, donc là on fait des économies effectivement, mais et on fait surtout du bien ensemble, du vivre ensemble en fait. Et ça n'a pas de prix en fait. Après c'est peut-être qu'on est des super habitants, mais je crois pas. Hein, mais voilà, en tout cas, c'était la possibilité de. C'est pour ça qu'on ouvre aussi à d'autres personnes pour venir échanger avec nous, de dire que ça c'est possible, peut-être sous une autre forme, avec d'autres. Mais il y a des choses possibles, quoi. C'est plutôt ça que je vois. Je sais pas si quelqu'un d'autre avait une question. Juste savoir, au niveau de l'Acadie, est-ce qu'il y a des locaux communs? Oui, dans l'Acadie, il y a des locaux communs. Alors, il y a un premier local commun qui est une petite cabane en bois que le Logis Breton a bien voulu construire avant même de démolir les vieux immeubles qui étaient là. Et dans laquelle... T'as des photos de la cabane? Oh là, voilà. Voilà, ça c'est l'immeuble qui a été déconstruit d'ailleurs pour permettre l'Acadie. Donc voilà, ça c'était un premier apéro. Il y avait déjà une vingtaine d'habitants et puis les riverains qui sont venus, puis des futurs habitants qui sont venus découvrir le projet là. Donc le Logis Breton a bien voulu construire une cabane qui a été dimensionnée pour être facile à poser et dont la structure est faite pour pouvoir être soulevée et reposée autrement. Si jamais les habitants avaient eu envie de la mettre ailleurs, on est dans la cabane, dans la photo de droite. Donc c'est là qu'on recevait les pour les rendez-vous de co-conception, avec voilà, il y avait la maquette, etc. En ce moment, la cabane est toujours là-bas. Alors elle fait 16 mètres carrés. Elle est toujours là-bas, elle sert de réfectoire pour les ouvriers qui construisent le bâtiment. Et elle s'est fait taguer entre-temps. Et donc on sait que là, en fin de chantier, nous, il va falloir qu'on retourne... on a dit que c'était la mission de l'architecte de venir recustomiser la petite maison, que les habitants ont décidé de laisser là où elle était, et dans le sens dans lequel elle est. Il y a aussi au rez-de-chaussée, là sur la maquette qu'on voit en haut, il y a un local au rez-de-chaussée au premier plan. C'est une grande trame, donc qui je crois au total fait 58 mètres carrés, voilà c'est ça, merci. Et ça c'est un local commun, intérieur pour le coup, donc financé par l'ensemble du projet et qui a usage collectif. C'était notre décision, la cabane est de l'autre côté, puis il y a un grand jardin entre les deux qui est aussi un espace collectif. Et donc c'est une fois qu'on a eu un certain nombre d'habitants, qu'on connaissait un certain nombre d'habitants, on a fait des ateliers collectifs avec eux autour de l'outil maquette voilà, qu'on a là, qui nous a vraiment beaucoup servi pour projeter tout le monde vers un imaginaire collectif et partagé. Ça a été très précieux. J'anticipe sur ton article la semaine prochaine. Et donc cet espace-là, on a fait des ateliers pour que les habitants décident ce qu'ils voulaient en faire et comment on l'organisait. Donc là aussi, la façade était libre. Vous pouvez avoir plein de baies vitrées ou très peu, etc. Au final, il y a un local vélo un peu plus grand que ce que la réglementation demandait à l'arrière pour qu'il y ait un espace de réparation. Donc il y avait pas mal de... C'est un truc de cycliste, l'habitat participatif. C'est bien, c'est les gens à la pointe. C'est
des super cyclistes en tout cas. C'est Ouais, super ouais, agitant. il y a Il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand ouais, même beaucoup. et c'est Surtout, clair. là, l'Acadie, c'est en plein centre-ville de Quimper. Donc ça permet effectivement, puis c'est sur le côté d'une voie verte qui est l'ancienne voie ferrée Quimper-Pont-l'Abbé. Et donc un grand local vélo, parce qu'ils voulaient mettre en commun un certain nombre de choses. Dans la cabane, ils mettront en commun des outils pour les jardins, des barbecues, etc. Et puis il y a la grande salle dans laquelle ils ont décidé de mettre une petite cuisine pour que ça puisse servir. Alors les deux grands trucs, c'était réunion de famille quand on a besoin de faire dîner 20 personnes, et puis les anniversaires des enfants, comme ça ils ne démontent pas tout l'appart, surtout les petits. Quand on invite 10 gamins de 8 ans, Ouais, alors, ça permet de sauver. je confirme, en fait, là, s'il y avait un regret à faire sur notre habitat, c'est que nous, on a fait le choix de construire et on a mis notre budget sur des communs techniques. Et au final, il n'y a que maintenant, en fait, qu'on s'interroge sur le commun, donc, qui est du coup plutôt ludique ou collectif, qui fait le commun, en fait. Et donc, on a un espace, en fait, dédié à cela, au-dessus du bunker, en fait, qui est prévu. On l'appelle la maison commune, mais c'est un espace commun. Et on ne l'a pas construit tout de suite. Et bah, je pense que c'est peut-être un des regrets là, du projet, que je aime moins. Deuxième élément de méthode, là, alors, du coup. Là. Ouais, Commencez qu'il y par avait- construire. cet espace-là avait été construit tout de suite, ça aurait été plus facile de s'intégrer au quartier, d'ouvrir sur le quartier comme on souhaite le faire là, de faire réception d'un map, d'avoir voilà, juste un préau, quoi, enfin quelque chose de fermé, mais pas spécialement de chauffé, mais voilà. Et du coup, nous, on a fait nos techniques, mais assez, parce qu'on s'est dit, bah, il faut qu'on stocke les vélos, il faut qu'on stocke nos matos, et puis comme on doit bricoler dans les maisons, bah, il nous faut un atelier. Donc voilà, et puis les machines, bah, on les met dans la buanderie, il nous faut une buanderie. Donc on a, voilà, c'était très factuel, et au final, voilà, peut-être que si c'était, voilà, je ne sais pas si j'en referais un habitat participatif, mais voilà, à penser ça, cet espace-là, moi je pense qu'il est à faire en premier. Et je pense que symboliquement, il est très important, Ouais. en plus. Là, récemment, il y a 2-3 jours, j'étais en train de présenter un futur projet plutôt de village, mais participatif aussi, à Combrit. Et il y avait l'idée, alors à la fois l'opérateur ne se proposait pas forcément de financer vraiment une salle commune, parce que c'est des mètres carrés qui ne sont pas moins chers que les autres, et du coup c'est pas facile de mettre ça voilà, de faire peser cette charge-là en plus sur un projet qui ces temps-ci arrive presque rarement à sortir. Et du coup on a proposé l'idée d'une halle couverte seulement, parce que c'est on va dire 3 fois moins cher qu'un bâti complètement fermé. Et qu'ensuite que cette halle soit dessinée de telle manière que les habitants, une fois installés, puissent venir facilement y mettre, voilà, je sais pas moi, des bottes de paille et un ambulateur et la ferme, sans que ce soit forcément à un opérateur ou même à des entreprises de venir le faire. Et du coup, c'est, on va dire, un symbole qui sera traversé par les vents dans un premier temps, mais qui ensuite peut être aussi une manière de faire se rejoindre les gens autour de... Et que ça devient une œuvre collective finalement. Et cette notion des communs, je trouve, dans l'habitat participatif, il est central, que ce soit dans les moments communs ou les lieux, etc. Et c'est probablement ce qui aujourd'hui est le plus difficile à trouver dans la ville telle qu'elle est constituée de manière plus classique. On voit bien la quasi-totalité de l'espace public est pris par des caisses en tôle qui passent, et sans faire attention. Et du coup, voilà, si on perd 95% de nos espaces communs avec ça, et qu'est-ce qui reste? Je pense que c'est assez central, même symboliquement. Il y a des gens là-dedans, il y a une petite dame là, qui habite au bout, qui nous a tout de suite dit, mais moi la salle commune, moi je ne vais pas organiser d'affaires d'anniversaire d'enfants, j'ai 75 ans et j'en ai pas d'enfants, et puis ils seraient trop grands, des petits-enfants non plus, et puis des grands dîners avec plein de gens non plus, mais je suis ravi. Je suis ravi qu'il y ait un espace commun pour tout le monde, là, ça va être super. Elle sait qu'elle n'ira pas, quoi. Mais elle ira si les autres l'invitent, ce qui est l'air bien parti. C'est une réalité, enfin, je suis convaincu à titre personnel que des modèles, j'insiste plus sur des modèles d'habitat participatif partagé, avec toujours ce point commun-là qui regroupe sur tous ces modèles-là, qui est le vivre ensemble, le partage, la solidarité, et cette notion de partage d'outils, de machines à laver et d'autres, mais aussi de partage de compétences, tel qu'on disait, et d'échanges. Et c'est vrai que c'est important dans tous ces modèles-là d'avoir des modèles complètement différents, où on le voit là d'ailleurs, c'est des aventures différentes, avec peut-être deux phases, mais qui suivent
la phase conception, la phase réflexion du projet et la réalisation du projet en lui-même. Et puis après, la deuxième phase, qui n'est pas la plus petite non plus, mais la phase de la vie quotidienne, de la vie de groupe, savoir comment ça évolue. Et puis, à la Catiche, c'est 5 familles, et là, ça sera 40. C'est des modèles complètement différents aussi sur ce côté-là. Mais cette notion de vivre ensemble et de partage et de solidarité, elle est hyper importante. Et c'est aussi à destination de, comme je parle, des modèles de différentes personnes aussi. Ça peut être aussi une notion d'habitat partagé à destination des personnes vieillissantes et avoir cette notion d'habitat partagé avec une autonomie mais aussi des communs pour des gens qui ont envie de partir chez eux mais pas obligatoirement d'aller à l'EHPAD directement si on peut dire. Mais voilà, il y a aussi cette notion-là et en cœur de ville pour avoir dans un rayon de 500 mètres tous les services à proximité aussi et ça c'est important aussi. Donc il y a plein de modèles à inventer qui s'inventent. De toute façon, je crois que, pour moi, l'habitat participatif, il a un grand sens, c'est la réacceptation de la diversité. Et du coup, il faut forcément qu'il y ait une grande diversité de modèles. Et je trouve ça très bien. Enfin, là, la Cati ne ressemble pas du tout à la Catiche, qui ne ressemble pas du tout à Écoumène, où habite la personne dont vous parliez là tout à l'heure, qui est un petit immeuble, qui ne ressemble pas du tout à Ecocoum, celui sur lequel j'avais travaillé à l'Opérette, c'est des maisons toutes séparées, toutes différentes, qui ne ressemble pas du tout à Tikeli, d'un autre qui est à Plomelin, là, dans un quartier qu'on a dessiné, qui est surtout, pour le coup, des personnes plus âgées qui vivent ensemble avec des communs organisés aussi pour cette vie-là. Et c'est le sens de tout ça, en fait. Ouais, c'est normal qu'ils se ressemblent pas. On en a rencontré un certain nombre. Un de mémoire à Grenoble, il s'appelle la Salière, parce qu'il se passait le sel, ils sont appelés d'habiter à la Salière, de foyer en foyer. Et tous sont différents, en fait. Il n'y a pas... parce que l'environnement est différent, en fait. Nous, on s'est adapté à une zone... qu'on connaissait, moi j'étais pas de rive droite, j'étais rive gauche, bref, donc pour ceux qui connaissent rive droite, rive gauche, c'est quand même pas pareil quand on reste pas. Donc voilà, mais après j'ai appris à connaître mon environnement, à découvrir la richesse historique qu'il peut y avoir, et effectivement avoir un bunker sur sa parcelle, il y a toute une histoire qui va avec. Mais voilà, et du coup, notre projet il est différent, et s'il y en a d'autres qui sont créés, ils seront différents aussi en fait. Mais juste dire que c'est possible de faire différemment. Voilà, c'est un modeste, apport, faire différemment, mais en même temps avec un appui de la collectivité, parce que par rapport aux bailleurs sociaux, mais parce que par rapport au privé, encore une fois, ça ne peut pas fonctionner en fait. Notre système, il n'arrive pas à... je ne vois pas sortir sans un accompagnement du service public. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait réagir, mais je pense qu'on va devoir clôturer. Je ne vais pas faire... Ou quelqu'un... Non. Pardon. Et je ne vais pas faire de conclusion plus que ça, peut-être juste une actualité sur peut-être les derniers échanges qu'il y a eu, c'est la question du groupe et du collectif. J'ai l'impression qu'il ressort beaucoup dans tout ça. Une actualité de l'Acadie, même si Aurélien n'est pas là, on a pu en discuter un peu, sur le fait que même avant que le projet du coup, de l'Acadie sorte, une réunion, enfin en tout cas une fête des voisins est déjà organisée. Et du coup, je pense que ça c'est un objectif qui est peut-être moins formulé, peut-être par les concepteurs en tout cas, ou par ceux qui travaillent sur ces questions-là. Mais la question du groupe est primordiale dans la pérennité, la gestion, dans l'acceptation aussi de ce mode d'habitat, ce type d'habitat, je ne sais pas comment on peut dire, même s'il prend des formes différentes. En tout cas, le fait de créer des moments collectifs, alors ça vient effectivement des moments qui sont organisés par l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais ça vient aussi de la volonté de ceux qui portent le projet. Là du coup, ces moments de groupe ont été organisés par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, ont permis aussi de créer ce groupe, même avant que les habitants commencent à habiter. Et du coup, je pense que cette fête des voisins qui arrive avant que le projet sorte montre que la force du groupe, elle est intéressante, qu'elle a été créée par des moments festifs. Et du coup, voilà, je voulais juste terminer sur cette petite actualité qui est intéressante par rapport à des projets qui sortent aussi, du coup, en lien avec des bailleurs sociaux. Et voilà. Merci beaucoup. Du coup, c'était le dernier café d'éveil de la saison, donc merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir réagi et puis d'être venu déjà.
Et puis, on se retrouve peut-être, j'espère, l'année prochaine pour d'autres temps. Et voilà, merci. Merci.